Bien, bah écoutez, ne pénalisons pas davantage ceux qui ont eu la bonne arrivée d'arriver à l'heure. Le dernier débat, il y a tout juste un mois, se déroulait avec Thierry Pêche et portait sur un problème tout différent de celui de ce soir. C'était à l'occasion de la sortie de son livre Le temps des riches et à l'occasion également de la sortie de ce numéro de Place Publique Qui sont les riches Où sont les riches le lien entre ce débat du mois dernier sur le riche et sur les riches, pardon, et le débat de ce soir sur la question de l'homme, de la politique et des singes peut paraître complètement ténu et arbitraire. En fait, évidemment, ce sont deux débats que nous avons organisés en lien avec l'actualité politique et avec l'élection présidentielle, en se disant il y a un mois qu'évidemment la question de la distribution de la richesse serait un des débats au cœur de la campagne. Et là, ce soir, nous n'allons peut-être pas parler des thèmes de la campagne, mais de la manière dont elle peut être menée par les uns et par les autres. Donc, Pascal Pic est trop connu pour que je le présente de manière détaillée. Il est paléo-anthropologue. Qu'est-ce que c'est qu'un paléo-anthropologue ? Alors, paléo-ancien, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, paléo-ancien, anthroposome et logos, sa connaissance. Et donc, c'est deux choses. Quand Yves Coppens a créé cette chaire au Collège de France qui s'intitulait chaire de paléo-anthropologie et de préhistoire. C'était en 1982, donc ça fait 30 ans. Et là, pour la première fois, il y avait une séparation entre la préhistoire et l'évolution biologique de l'homme. C'est-à-dire que la pierre se conservant mieux que l'os, la préhistoire, qui est l'étude des cultures, donc l'archéologie préhistorique, avait ouvert le champ du temps profond, donc de la préhistoire au sens du terme. Et les fragments osseux étant plus fragmentaires, eh bien, ils étaient calés sur cette échelle de l'évolution culturelle. Et évidemment, l'évolution biologique a précédé de très longtemps l'évolution culturelle. Et donc, c'était marqué, en effet, qu'il y avait tout un champ disciplinaire qui devait se séparer de la préhistoire et rentrer vraiment dans le domaine de la biologie et des théories de l'évolution. Donc, c'est ça la paléoanthropologie au sens strict, c'est l'évolution biologique de l'homme. Mais nous sommes aussi les chefs d'orchestre, c'est-à-dire que les paléanthropologues, ce sont ceux qui font les synthèses, c'est plus leur travail aussi, dans toutes les disciplines qui participent de la paléanthropologie au sens large. Donc vous avez bien sûr l'évolution culturelle, la préhistoire, donc les outils taillés, l'art préhistorique, etc. Et surtout maintenant, vous avez l'arrivée de la génétique et la paléogénétique. Vous savez qu'on a l'ADN de Néandertal, hein, c'est quand même assez fascinant. Hein, okay. On m'aurait dit ça il y a 30 ans, je leur dis attends, tu plaisantes toi. Ouais, on a l'ADN de Néandertal. Et puis moi-même, il y a 25 ans, et ça va nous ramener au livre, quand j'ai découvert les grands singes aux États-Unis, je ne parle pas des Américains, hein, je parle. Parce qu'en France, on en parlait à l'instant, on n'a pas d'école d'éthologie, c'est d'études du comportement. Hein, nous sommes un pays très en retard pour ça. Et donc, en découvrant les comportements des grands singes, moi j'avais appris comme vous, l'homme c'est l'outil, l'homme c'est la marche debout, l'homme c'est une forme de sexualité, l'homme c'est la culture, l'homme c'est ceci, c'est cela. Et en définitive, tout ceci avait été affirmé, réaffirmé, sans aucune observation des espèces les plus proches de nous. Donc à partir de là, je me suis dit, on m'a menti, et c'est depuis 30 ans donc, que j'amène ces grands singes. C'est pas l'homme qui devient singe, c'est les chimpanzés qui viennent beaucoup plus humains. Donc je pense que les prochaines présidentielles, il va falloir faire gaffe, on risque d'avoir des candidats curieux. Voilà, vous allez nous expliquer plus en détail comment vous conviez les... Donc la paléanthropologie, ça peut être aussi étudier l'évolution comportementale et sociale. Donc c'est ça. Cette dimension-là qui m'intéressait. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Alors, venons-en au livre et à l'objet du débat de ce soir. Ce livre titré « L'homme est-il un grand singe politique ?» C'est évidemment une manière de subvertir la vieille définition de l'homme que nous a enseigné Aristote. L'homme est un animal politique. Et je suis tenté de vous poser d'emblée une question d'actualité. Vous écrivez, attendez, je cherche la page
Oui, vous écrivez, page 257, une campagne électorale se gagne grâce à l'épouillage. Expliquez-nous ça. Alors, le livre est parti de ça, en fait. Euh, On va partir du singulier pour aller vers le plus général. Voilà. Il est parti de cette idée-là, c'est qu'en effet, vous vous souvenez, quelqu'un disait les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On ne peut pas tout faire. Les discours, on les écoute de moins en moins. Les programmes, il n'y a pas grand monde qui les lit. Et quand les contraintes arrivent en politique, on se dit ah ben ouais, mais on voulait faire ça, mais l'économie, les subprimes, etc. Donc du coup, ce qui m'a troublé, c'est que Aristote disait que l'homme est un animal politique, donc un zoon politikon, et ça passe par le langage. Et donc là, c'est la grande tradition, et si j'ai bien compris, c'est ce que vous faites dans cette association, c'est de se rencontrer et de discuter des questions de la cité. Se réunir, discuter. Ça, vraiment, c'est la politique au sens qui nous a été donné par les philosophes donc, de la démocratie athénienne. Mais après ça, si vous avez vu ce film, il est absolument superbe, Le discours d'un roi. Et il y a un passage qui est, j'en parle pas dans le livre, qui est remarquable, où le roi George V, le père, dit à son fils, qui est un peu bègue, il dit, tu sais, aujourd'hui c'est compliqué, parce qu'avant, être roi, il suffisait de rester à cheval et de ne pas tomber pendant la parade. Donc le roi était, le monarque était dans l'attitude symbolique du pouvoir, tel que l'attend la société qui est autour de lui. Mais il dit à son fils, aujourd'hui, avec la radio, on rentre dans les maisons. Et pour toutes les personnes qui sont ici, sauf les plus jeunes, nous on a tous ce souvenir, alors c'est très loin, Winston Churchill bien sûr, mais on se souvient de Gaulle, Mitterrand, enfin des gens quand même qui étaient des orateurs, et la radio qui diffusait. Donc en fait on a oublié que cette perception que nous avons de la politique à travers la radio, les grands discours, etc., c'est en fait très récent. C'est en fait très récent. Et qu'avant, les jeux de la politique, ça se décidait qu'à l'Assemblée nationale, ou les assemblées, ou sur les quelques agoras. Et puis après est arrivée l'image, la télévision. Et en définitive, la télévision nous ramène vers l'éthologie des grands sages. Et là, il y a une étude que je viens de voir et qui n'est pas dans le livre, parce qu'on va voir ça pour les débats présidentiels. On demande à des personnes de regarder un débat présidentiel, donc entre les deux tours, aux États-Unis ou ici, qu'importe, mais on ne met pas le son. Les personnes regardent les deux protagonistes. Et de manière hautement significative, les gens vous disent qui va gagner. Vu ? Donc là, ça devient absolument passionnant. Et au passage, et ça, je n'avais pas cette interview, il y a une très bonne interview du romancier américain Russell Banks, qui a été publiée dans le Nouvel Observateur il y a 2 mois à peu près, 3 mois maintenant peut-être. Et il demande comment ça se passe, le journaliste demande comment ça se passe aux États-Unis. Il dit, vous savez, le tout c'est d'avoir la meilleure image possible et de dire le moins de choses possible, comme ça on a moins de chances de dire des conneries, parce que les gens, les journalistes et les gens qui écoutent ne vont pas se focaliser sur la proposition d'un programme ou de grands enjeux qui peuvent dépasser et donner de l'espoir et dépasser les contraintes de la société ou des circonstances d'un moment ou d'une époque, mais c'est celui qui dira le moins de bêtises. Alors c'est comme le patinage artistique. Hein, vous rentrez sur la glace, vous avez 100 points, et le tout, c'est d'éviter d'accrocher les patins, et celui qui a moins accroché les patins, il est élu. Oui, mais l'épouillage. Alors, mais justement, c'est ça. Donc, du coup, comme on l'a vu dans la présidentielle américaine, le nombre de candidats qui se sont fait dégager, en disant des petites remarques pas très intelligentes, je vous l'accorde, mais en fait, c'est un processus éliminatoire. Donc, le langage étant passant de plus en plus au second plan, il reste quoi ? La capacité de s'attirer les suffrages, entre guillemets, des personnes sur lesquelles vous comptez. Et là, autant revenir chez les spécialistes du genre, qui sont les meilleurs politiciens sans le langage, qui sont les chimpanzés. Donc le livre est parti de là. Et donc l'épouillage, c'est la capacité, ce qu'on appelle en linguistique, le langage fatigue. C'est-à-dire, quand vous rencontrez vos voisins, etc., bonjour Madame Michu, Monsieur Michu, comment va votre chien, vous avez vu la télé hier, donc vous ne passez pas d'informations sur le monde, mais vous créez du lien. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez construire ensuite une relation plus durable. Ben, ça s'appelle l'épouillage. Et l'épouillage, c'est extrêmement important parce que je dis dans mon livre d'ailleurs que le salon de l'agriculture est le moment éthologique le plus fondamental
dans nos démocraties électives au suffrage universel. Alors ils ont dû lire le bouquin parce qu'ils n'ont jamais été autant salon de l'agriculture que cette année. Et donc, à partir de là, c'est tout un travail et qui nous trouble parce que les communicants, ils sont complètement passés à côté de ça, parce que les communicants ne travaillent que sur le langage, et les communicants, surtout en France, parce qu'on n'a pas d'éthologie, sont complètement passés à côté de ces aspects comportementaux, du rapport à l'autre, de la capacité à être à l'aise, etc. Et quand on fait de l'épouillage, il faut accepter qu'on prenne des petits risques et surtout ne pas dire casse-toi pauvre con, par exemple. Parce que attendez, là, pour remonter ce truc... Je voudrais être sûr de vous donc comprendre, parce que chez les singes, c'est le dominé qui épouille le dominant. Non. Quand le dominant commence à se dire j'ai besoin de réactiver mes réseaux, je peux vous dire il va épouiller lui aussi. Bah ouais, attendez, ça se passe pas comme ça. Pendant les campagnes électorales, c'est le dominant qui épouille le dominé. Bah oui, parce qu'il a besoin des suffrages. D'ailleurs, attendez, c'est pas récent. Moi, je me souviens de caricatures de Daumier. Alors ça, j'étais très très content parce qu'un journaliste du Monde, d'ailleurs, avait dit à propos de ce livre que j'étais un Daumier littéraire. Alors là, j'étais très content, je vais vous dire. Hein. Mais il y a une caricature de Daumier qui m'est revenue à ce moment-là, où on voit un homme qui veut se faire élire. Alors on est sur la Troisième République. Donc il est dans les villages. Là, il va épouiller, il va voir les gens. Puis une fois il est élu, les autres ils ont intérêt à épouiller pour avoir les avantages après. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut le savoir. Ils ont besoin d'être élus, ils sont obligés d'aller voir les gens, de leur faire des promesses, de les soutenir, la plupart honnêtes, bien sûr. D'autres, on va essayer de les tenir. Et puis après, vous, quand vous avez fait votre acte citoyen, et bien après, vous frappez à la porte, il faut aller épouiller. Tiens, j'aimerais voir ceci pour mon quartier, mon association. Voilà. Donc c'est vous qui, à nouveau, allez épouiller. Donc la phase élective, celle qui va mener à l'élection, est une grande phase d'épouillage où on écoute les gens et moi je suis assez admiratif des politiques parce que quand même il faut se taper les concours de belote, les matchs de foot, si on n'aime pas ça évidemment, voilà, et moi je trouve, et c'est de l'épouillage. Et alors effectivement, il y a des pages tout à fait... Ce qui n'est pas péjoratif évidemment. Il y a des pages tout à fait savoureuses dans le livre où vous expliquez que très vite, vous avez été convaincu que Chirac l'emporterait sur Balladur parce que Balladur tient une réunion électorale un beau matin dans la Sarthe. On lui sert des rillettes, j'imagine, du Janière, le vin blanc de Sarthe, et il réclame du foie gras et du sauterne. Parce qu'effectivement, là, côté épouillage, c'est gagné, ouais. Voilà, ce qu'effectivement n'aurait jamais fait Chirac. Alors, aujourd'hui, là, dans la période qui est la nôtre, à une semaine et demie du premier tour, quel est le meilleur épouilleur en France ? Ils épouillent pas mal. C'est facile de faire des pronostics sur une élection qui a eu lieu. C'est plus compliqué d'en faire sur une qui va avoir lieu. Comme j'aime à dire, les futurologues, c'est le seul métier qui n'a pas eu d'avenir. Hein. Donc... Et gouverner, c'est prévoir, je vous l'accorde, mais bon, alors aujourd'hui, en effet, le personnage de Nicolas... Alors je ne suis pas de politique, je parle en tant qu'éthologue. Le personnage de Nicolas Sarkozy est quand même un personnage assez intéressant. Parce qu'il a voulu désacraliser la fonction présidentielle, qui nous avait une attitude assez monarchique, comme vous le savez, pas Chirac d'ailleurs, mais il a confondu deux choses, désacralisation et désymbolisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui était extraordinairement troublant, parce qu'un mâle ou une femelle dominante a toujours des attitudes auxquelles le groupe s'attend, en termes de comportement, on est beaucoup plus paisible, on est beaucoup plus posé, etc. Et c'est intéressant, dans le début du septennat, il touchait à tout, il était un super ministre de tous les domaines, et il exerçait une dominance, parce qu'il est dominant forcément, mais dans la forme qui était extrêmement troublante, puisqu'il n'avait pas cette distance par rapport à la sérénité qu'on peut attendre de quelqu'un qui est... Et puis avec des choses qui sont troublantes. Alors ça, je le raconte, parce que les journalistes m'ont dit, tiens, on n'avait pas vu ce truc-là. Vous vous souvenez, ça fait un peu plus d'un an et demi même, il y a eu une rencontre des deux couples présidentiels, américains et français, à la Maison-Blanche. Et après cela, il y a une conférence de presse. M. Barack Obama, on l'est face à la presse, donc on est face au peuple. Il reprend la fonction présidentielle. Il dit « Monsieur le Président français, Monsieur Nicolas Sarkozy ». Donc, voilà. Et Nicolas Sarkozy, manifestement, ne comprend pas, parce qu'il est fou d'Amérique, mais il ne connaît pas du tout l'Amérique. C'est quand même étonnant. Il vit sur des images de l'Amérique, mais il ne connaît pas l'Amérique. L'Amérique, on ne touche pas les gens comme ça. Je veux dire, c'est faussement cool, l'Amérique. Ce n'est pas les mêmes formes que nous. Faut faire. Et là, il ne connaît pas, parce qu'il croit qu'il suffit de se prendre par le dos, de s'accoler, etc. Et ça ne se passe pas comme ça. Et puis il dit « Ouais, alors avec Barack, etc. etc. » Et là, c'est vachement décalé, vous voyez. Parce que du coup, on n'est plus dans le cadre d'une relation privée, on est à nouveau dans une relation
public. Et lui ne fait pas la transition. Alors comme j'ai la langue des fois un peu bien pendue, je dis d'un côté, il y a « we the people », vous savez, c'est la première phrase de la Constitution américaine, nous, les gens du peuple. Et de l'autre côté, il y a « moi, le people ». Donc c'est un peu vache. Mais c'est très intéressant parce que ceci, même si vous ne l'avez pas complètement intégré, c'est des images que vous avez parfaitement perçues et qui ne sont pas de l'ordre du subliminal et qui sont extrêmement gênantes et qui ne nous mettent pas à l'aise parce que c'est celui qui n'en parle. Alors, il ne cherche pas à mal faire, etc., mais vous voyez, il ne sait pas du tout où mettre ce camp. Et un chimpanzé dominant n'aurait pas fait cette erreur, je peux vous le dire. Hein, donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, oui, pour revenir à Balladur, j'avais retrouvé autre chose, tout à fait par hasard d'ailleurs, dans les cahiers spéciaux du Monde. Ils ont des cahiers des fois sur des thèmes, il n'y en a plus d'ailleurs en ce moment. Ils appelaient ça le repas républicain. Au moment des 500 signatures à réunir, vous imaginez bien que nos candidats politiques, ils épouillent à fond tous les maires de France pour avoir les signatures. Et là, il y a le repas de l'Association des maires de France sur la pyramide du Louvre. Jacques Chirac, il est là au premier apéritif et jusqu'au dernier digestif. Hein, il ne se force pas en plus. Hein. Et M. Balladur vient, il fait un discours de 10 minutes à peine entre l'apéritif et les entrées et il va dîner au crayon. Bonjour le message. Et là, une fois de plus, je vous donne ces deux exemples, parce que d'un côté, Nicolas Sarkozy, M. Balladur, qui ne sont pas du tout les mêmes individus, mais vous voyez le genre d'erreur comportementale majeure à partir du moment où vous devez avoir le suffrage de tout un chacun, c'est-à-dire vous et moi. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas le discours qu'on va écouter. Bien sûr, on est plus de gauche, on est plus de droite, on est plus sensible au discours de Mélenchon ou peut-être Marine Le Pen, qu'importe. Bon, il y a ça. Mais derrière, au bout du bout, ce que vous avez, c'est au fond de vous ce patrimoine commun qu'on a dans la capacité d'analyser les comportements des autres qui est par rapport à là. Alors je trouve qu'aujourd'hui, qu'effectivement, en termes d'épouillage, Nicolas Sarkozy s'est largement amélioré. François Hollande, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, c'était plus un homme d'appareil qui était habitué, donc on ne l'avait jamais vu sur des grandes scènes publiques, et comme ça, on l'avait vu comme orateur dans les grandes réunions, les grands-messes, comme on dit. Je trouve que le titre n'est pas approprié pour le Parti Socialiste, mais en tout cas, voilà. Mais on ne le connaissait pas comme homme de terrain vers la foule, et je trouve qu'effectivement il est plutôt bon d'un point de vue éthologique là-dessus, ça marche très bien. Et donc c'est vrai et Sarkozy, donc vous voyez, il a vraiment reprogressé par rapport à cela. D'ailleurs, il n'aimait pas le salon de l'agriculture, comme vous le savez, et là il a quand même fait des efforts. Donc, mais on n'a pas oublié quand même ces erreurs-là. C'est des choses qui risquent de peser quand même. Et c'est quand même assez troublant. C'est des affaires éthologiques qui vont peser. Maintenant, bon, c'est vrai que Poutou et Artaud, ils sont gentils, mais enfin bon, côté épouillage, ouais. Marine Le Pen, c'est l'épouillage un peu agressif. Mais bon, mais là aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui est très troublant aujourd'hui. Moi, je sors de classe populaire. Je suis très troublé de voir la maladresse de nos deux grands partis dominants, UMP d'un côté et PS de l'autre, avec les classes populaires. Et on voit bien les gros enjeux qui jouent autour de ça. Un coup, c'était plus du côté de Mme Le Pen, un coup, c'est plus du côté de M. Mélenchon, qui fait assez bien son boulot de son côté d'ailleurs. Et derrière cela, je pense personnellement, mais donc là, sur le plan comportemental, qu'on risque quand même d'avoir d'assez grosses surprises au premier tour, parce qu'en effet, vous voyez comme ça bouge très vite. Hein. Ça bouge très vite. Hein. Les sondages sur les numéros 2, enfin de 3, 4 ou 5 changent extrêmement vite sur ces capacités de les séduire. Alors évidemment, il y a des grands sujets qui arrivent, l'immigration, la sécurité, etc. Certes, bien sûr, ça agite, mais ce que les gens regardent aussi, c'est la manière dont ils se comportent. Quand vous voyez Mme Marine Le Pen, par exemple, sur le journal, le grand journal de Canal+, elle est vraiment excellente. Monsieur Le Pen, je ne fais pas de politique, là, je vous parle de comportement. Et là, dans le livre, je le dis, là, ça m'a beaucoup troublé. Et je ne comprends pas qu'ils aient recommis cette erreur. Vous vous souvenez, dans la campagne présidentielle précédente, M. Guénaud, qui écrivait les discours de M. Sarkozy, il avait fait référence à Jaurès, à des grandes figures de la littérature, etc. Mais après, il y a eu une course à la vulgarité dans le comportement présidentiel, en tout cas la première phase. Et de croire que s'adresser au peuple, que faire peuple, c'est être vulgaire, c'est au contraire. Les classes populaires sont beaucoup plus sensibles à la qualité du langage et de la rhétorique que les autres. Et quand ils croient qu'en ayant un langage vulgaire, on ne communique plus avec eux, c'est justement considérer qu'ils sont comme des singes, dans le sens péjoratif du terme, et qu'ils sont vulgaires. Or, ce n'est pas le cas.
Et donc là, c'est quand même assez fascinant. Et par exemple, c'est une vieille étude, hein, donc lui, il n'est pas dans la course, mais moi, je me rappelle d'un travail qui m'avait troublé de la part de politologues et de philosophes, qui disait qu'en termes de syntaxe, de qualité du langage, M. Le Pen était celui qui avait le discours le plus construit en termes de qualité. C'est pas sur le fond dont j'en parle. On est sur la forme, là. Vous parlez de la maîtrise du subjonctif. Absolument. Et puis on a vu quand il a essayé, ça a été compliqué. Et donc de croire que, vous voyez, c'est compliqué en fait. C'est très compliqué la politique. C'est pour ça que je suis très admiratif des politiques parce que on peut avoir un discours, etc. Mais on voit bien qu'entre les comportements, les attitudes, moi je les observe comme des grands singes, mais c'est affectif de ma part. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a les deux grands partis, mais je trouve que Nicolas Sarkozy, du point de vue de l'épouillage, en tant que candidat, il s'est quand même nettement amélioré par rapport à la période qu'on a connue. On sera plus, une partie de l'électorat ne va plus être séduit par certains caractères de son comportement volontariste, parce qu'évidemment, il n'a pas fait grand-chose sur les choses qu'il avait promises. Donc, mais là, on va revenir plus sur l'épouillage, me semble-t-il, par rapport à cela. Bien, on a compris que vous réservez prudemment votre pronostic, Oh et bah vous non, n'avez attendez, sans doute pas tort. Bon, on est parti avec l'histoire de l'épouillage, d'une part pour piquer la curiosité du public, et puis d'autre part pour faire comprendre de manière empirique quel est votre travail, quelles sont vos thèses. On va tâcher de monter maintenant un peu en généralité. Ouais. Il me semble que l'élément central du livre, c'est ce que vous appelez les fondements naturels de la politique. Ce qui revient à dire que la politique n'est pas le propre de l'homme, mais que la politique est un ensemble de comportements, de conduites, de règles, comme on voudra, partagées par un certain nombre d'animaux, parmi lesquels l'homme, mais aussi les chimpanzés. Et vous expliquez d'ailleurs qu'il y a plusieurs sortes de chimpanzés. Et par exemple, il y a page 151, vous trouverez le livre à la sortie, un tableau tout à fait éloquent et surprenant. C'est un tableau comparatif des caractères sociaux et culturels des hommes et des deux espèces de chimpanzés, le chimpanzé robuste et le chimpanzé gracile. Je vous passe l'appellation latine. Et à l'intérieur même de ce tableau, vous établissez une distinction entre les mâles et les femelles de chacune de ces espèces. Par exemple, vous montrez que ces trois espèces ont ceci de commun qu'elles sont exogames. Les femelles, pas les Oui, mâles. voilà. Ce sont les femelles qui s'en vont. C'est bien cela. Vous nous dites par exemple que les guerres avec les voisins sont pratiquées de manière très intense chez les hommes, de manière intense chez les chimpanzés robustes et de manière modérée chez les chimpanzés graciles. Que le meurtre d'un voisin est très fréquent chez les hommes, fréquent chez les chimpanzés robustes et pas observé chez les chimpanzés graciles. Que peut-on tirer comme conclusion de cette espèce de taxinomie ? Oui, c'est une taxinomie, c'est-à-dire qu'en fait, toute science commence par observer, comparer, classer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sciences humaines ne connaissent pas les grands singes, donc on fonctionne sur des choses qui ne sont pas contestées. L'homme est culturel, l'homme est politique, tout ça, c'est pas remis en cause, bien évidemment. Mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que tout ceci est partagé à différents degrés avec les grands singes. Donc on ne devient pas des grands singes, c'est plutôt eux qui sont devenus beaucoup plus humains. C'est pour ça que dans une première partie du livre, je reprends ce livre qui est très peu lu, mais qui est absolument génial, le livre original, qui est La planète des singes, de Pierre Boulle. Et c'est ce qu'on appelle une grande tradition des romans dystopiques. Pour ceux qui sont plus âgés, qui ont vu le film de 1968, La planète des singes... Expliquez peut-être le terme dystopique par rapport à utopique. La dystopie, c'est une dystopie, pourquoi ? Parce que c'est l'inverse
de l'utopie qui est le monde idéal qu'on voudrait nous proposer. Et donc, il raille l'idée de progrès. Mais c'est une vieille histoire qui remonte du temps de Thomas Malthus, par exemple, et de Condorcet, qui avait fait un tableau, une esquisse des progrès de l'esprit humain, etc. Donc, c'est un vieux débat. Et les exemples de dystopie, par exemple, c'est Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Vous voyez, ou c'est les empires de la Lune et du Soleil je vais pas dire, de Cyrano de Bergerac-Levray, pas celui qui était, voilà, pas celui d'Edmond Rostand. Il était des Yvelines d'ailleurs, ce gars-là, il était plutôt du côté de Versailles. Bon, donc les dystopies, c'est railler la vision de progrès qui ne tient pas compte des contraintes de l'environnement. Voilà. Donc dystopie, c'est critiquer ça. Et donc on le voit bien, parce qu'à la fin, donc il tombe sur, ça c'est pas dans le roman d'ailleurs de Pierre Boulle, quand il tombe sur la statue de la liberté, il dit ah, ils l'ont fait, quoi. Donc voilà comment l'homme était capable de se détruire lui-même. Donc je parle de ça. Et puis surtout dans La planète des sages, ce qui est intéressant, j'appelle aussi un roman dystopique et dioptrique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté du miroir. En fait, le roman, si vous le lisez, c'est très rapide. L'écriture est très simple. L'histoire est tout ça. C'est l'histoire de tous les jours. C'est la nôtre. Sauf qu'on a retourné les rôles. Et ce que nous faisons, nous, en termes d'expérimentation avec les grands singes, et moi j'y suis sensible en termes d'éthique et de bien-être, ça nous semble être un comportement aujourd'hui qui répond à un enjeu humaniste, c'est-à-dire de ne pas faire souffrir ces espèces autour de nous pour les besoins de la recherche médicale. Et donc on se donne bonne conscience. Et pourquoi la planète des sages devient insupportable? Parce que c'est nous qui sommes expérimentés ces fois avec des conditions d'éthique qui sont encore meilleures que les nôtres. Et là, ça nous semble insupportable. Donc en ayant complètement retourné les rôles, on est dans une situation où les grands sages font une expérience sur les humains pour savoir est-ce qu'ils sont humains comme nous le fait avec les grands sages. Et ça se passe sur la planète Soror. Soror, ça veut dire la sœur en latin et dans la langue et chez les anglo-saxons. Et notre héros se retrouve devant l'assemblée des grands singes, donc l'Académie des grands singes, et il dit mais comment se fait-il que vous les hommes, vous soyez restés comme des animaux? Alors lui il répond oui, en fait il se trouve que nous sur la planète Terre, on a pu dominer la planète et on a laissé les chimpanzés de côté, tandis que sur votre planète, c'est les chimpanzés et non pas les hommes. Et ça, c'est fondamental, ce que je vous dis là, parce que 40 ans après ce roman, quasiment 40 ans, le roman est de 1963, on s'aperçoit qu'en définitive, les chimpanzés et nous, il n'y a plus ces différences strictes que l'on évoquait, l'outil, la culture, la vie sociale, etc. Je vais revenir sur l'exogamie des femmes. Et donc, en fait, nous partons d'un patrimoine culturel, biologique, comportemental et cognitif qui est beaucoup plus élevé qu'on l'imaginait pour les grands singes. Et du coup, ça s'est joué, et c'est ça que le roman nous dit, ça a été nous, ça aurait pu être les autres. Et sur l'autre, c'est les grands sages. Alors là, c'est quand on compare, c'est absolument fascinant. Et puis surtout, vous avez parlé donc des femmes. Franchement, les gars, là, je parle à ceux qui sont du sexe masculin dans cette salle, on a été vachement forts. Parce que nous sommes la seule espèce où les mâles ont pu autant prendre le pouvoir. Et le tableau comparatif est intéressant. Pourquoi? Parce que les deux chimpanzés, donc le chimpanzé robuste et les autres, c'est les bonobos, les graciles, qui eux se foutent sur la gueule, font l'amour. Mais enfin, attendez, c'est pas si idyllique que ça. Parce que moi, je suis fait mordre par une femelle chimpanzé. Elle avait fait ses présentations, j'ai refusé. C'est ça, elle vous faisait des avances particulièrement... donc elle m'a bouffé la pogne à la place. J'appelle ça ma déception amoureuse aux origines. Donc... Et les bonobos ne sont pas les bons sauvages des bobos parisiens. Je ne sais pas comment ils sont vos bobos, vous, à Nantes, mais nos bobos parisiens, c'est les bonobos. Bon, alors que les bonobos, c'est pas si tendre que cela. Mais enfin, ils sont plus sympathiques. Mais c'est important de rappeler ça. Pourquoi? Parce que les bonobos sont d'autres chimpanzés. Donc les deux chimpanzés sont plus proches l'un de l'autre, d'un point de vue génétique et de l'évolution. Et nous, les hommes, on est très proches, mais quand même moins proches qu'entre les deux chimpanzés. Eh bien, on constate des différences qui font que les chimpanzés robustes sont plus proches des hommes que des bonobos en termes de comportements sociaux, d'agression et de politique. Donc ça veut dire quoi? C'est une question de culture. Donc quand j'ai affaire des fois à des personnes de sciences humaines, pas toutes heureusement, qui disent que dès que je compare l'homme au grand singe, je fais de la sociobiologie, qui n'a jamais été comprise en France, parce qu'en France, sociobiologie, les gens qui critiquent ça, ils ne savent pas ce que c'est. C'est simplement d'aller chercher les fondements naturels des comportements qu'on partage avec les autres. On n'a jamais dit que c'était un gène. Donc, alors je donne un exemple très clair à propos de pouvoir et de politique, et notamment avec les femelles. Vous l'avez rappelé, seuls chez les hommes et les chimpanzés, alors il y a des singes d'Amérique du Sud, mais ça je ne vais pas vous embêter avec, ils sont très loin ceux-là, où
les mâles restent ensemble toute leur vie au sein de leur troupe natale, et c'est les femelles qui migrent à l'adolescence. Parce que Claude Lévi-Strauss avait très bien vu, donc ce sera les fondements de la société, avec donc les femmes qui passent d'une société à l'autre. Et dans toutes les cultures humaines, c'est comme ça, quelques exceptions chez les Touaregs et d'autres, mais à 95%, dans toutes les sociétés humaines, c'est la femme qui va dans la famille du mari. Exogamie. Et ça, où ça devient troublant, ça n'existe que chez nous. Chez tous les autres mammifères et les autres singes, en fait, les femelles restent ensemble et c'est les mâles qui migrent à l'adolescence. Et pour quelle raison? On appelle les femelles le sexe écologique. C'est pour ça que je trouve que ça manque un peu de femmes dans la présidentielle, là. Et donc, on ne parle pas d'écologie. Pourquoi? Parce que les femelles ont besoin de nourriture pour elles et le petit qu'elles ont in utero ou le petit qu'elles sont en train d'allaiter. En plus de ça, comme les petits singes mettent beaucoup de temps à grandir, elles bénéficient aussi de l'expérience, de l'aide et de la solidarité de leur mère, de leurs cousines, des grands-mères, etc. Donc il n'y a pas d'inceste dans la nature. Il n'y a pas d'inceste. Chez les tigres, alors pardon pour cette boutade, mais il se trouve que je suis allé étudier les tigres à une époque, au moment où le jeune mâle est travaillé par ses hormones, donc il devient adulte, il peut courtiser sa sœur ou sa mère, mais elle se refuse. Et en général, il s'en va. Et s'il ne comprend pas, il y a Papa Tigre qui va lui expliquer, et comme ce n'est pas de la pédagogie d'Olto, il comprend assez vite, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, voilà. Alors donc, la règle est celle-ci. Et ce qu'ont pas compris les gens qui critiquent la sociobiologie, c'est qu'on a étudié les intérêts des individus. Donc on leur a donné des noms et on peut voir les stratégies justement. Stratégie politique, stratégie sociale, stratégie de clan. Vous imaginez un film où tout le monde est pareil avec des clones. Ça va être rapide, hein, on va vite s'ennuyer. Hein. Ben oui, chaque individu est différent. Et ça va très vite pour les reconnaître, je peux vous le dire. Et là, en Tanzanie, les chimpanzés étudiés par Jane Goodall et maintenant les équipes qui l'ont succédé, il y a un clan qui s'appelle le clan F. Alors comment ça fonctionne? Vous arrivez pour la première fois pour étudier une troupe de chimpanzés, et vous donnez un nom qui commence par une lettre différente pour chaque femelle et chaque mâle adulte. Et ensuite, tous les enfants issus d'une femelle auront tous un prénom qui commence par la même lettre. Donc c'est le clan F, parce que la matriarche était Flo. Elle a une fille qui s'appelle Fifi. Fifi, lorsqu'elle était adolescente, elle avait une expérience sexuelle assez frénétique. Et Jane Goodall avait dit que si elle a un fils, je l'appellerai Freud. Freud est né. Donc c'est le clan F. Mais ces femelles ont le pouvoir. Ce clan est dominant. Et bien vous savez quoi? Elles ne migrent pas à l'adolescence, puisqu'elles ont le pouvoir. Et du coup, elles vont devoir gérer l'inceste. Et ils gèrent l'inceste. C'est absolument fascinant. Donc vous voyez, ce n'est pas des gènes, il n'y a pas le gène de l'exogamie, c'est des questions de comportements sociaux, d'habitude. Et chez nous, les mâles ont réussi à prendre le pouvoir. Et donc, dans cette affaire-là, comme la tradition qui a été largement aggravée avec les inventions des agricultures, qui ont mis les femmes dans la maison, la domus, et les hommes dans l'agora, hein, les Grecs, c'était que les mâles qui étaient dans l'agora, et les femmes étaient dans la maison. Et bien, toute la stratégie qui consiste à éviter que les femmes prennent le pouvoir, c'est de les emmerder avec les gamins, c'est mettre les réunions dans les entreprises à 15h parce qu'elles vont chercher les gosses, comme ça les autres ont leur réunion de pouvoir. Et écoutez les mecs, vous vous comportez comme de sales chimpanzés. Je suis désolé. Les réunions à 17h ou à 16h, parce que les hommes ne vont pas chercher les enfants, c'est la stratégie de base qu'il y a chez les chimpanzés. On oblige les femmes à s'occuper d'autres trucs, comme ça elles ne peuvent pas se réunir, elles n'ont pas le temps de faire de s'épouiller et de mettre en place. Alors, vous allez dire, est-ce que c'est foutu? Ben non. Parce que les femelles bonobos, elles aussi, se dispersent à l'adolescence. Et donc forcément, on ne va pas aller dans un autre clan, elles ont déjà une frangine ou une sœur. Enfin, une frangine ou une cousine, ou une... Parce que la mère, de toute façon, reste en place. Et dès qu'elle voit deux mâles se rapprocher pour s'épouiller, elle les sépare. Comme les petits chéris sont contrariés, une petite copulation. Les gars sont contents, mais en attendant, comme ça, ils gardent le pouvoir. Parce qu'ils savent très bien que deux mâles qui commencent à s'épouiller, c'est une coalition qui se met en marche. Et voilà. Et donc, je rappelle, parce que, attendez, dans ce livre, ça parle de singes, mais je reprends quand même tout Machiavel, je reprends quand même une partie Montesquieu, je reprends Aristote, enfin, je reprends aussi la guerre, on en a parlé, comme disait Claude. Vous dites d'ailleurs, vous avez une belle expression, que les chimpanzés sont de magnifiques singes machiavéliques. Machiavélique, oui. Donc, chez eux, il y a les... Alors, attendez, ils ne sont pas génétiquement des tyrans, des démocrates, des magnanimes. Vous avez tout, il y a les enfoirés, les tyrans, les magnanimes, les démocrates, les fourbes, les courtisans. On a toutes les figures. Donc vous voyez, on trouve toutes les figures qu'il y a chez nous. C'est absolument extraordinaire. Alors justement, je reprends l'histoire d'Aristophane de Lysistrata. Et au moment où j'écrivais le livre, je vous assure, j'écrivais cela. Lysistrata, je rappelle, c'est une Athénienne
qui en a assez, à l'époque de la Grèce classique, que les hommes aillent à la guerre. Donc, elle prend contact avec ses consoeurs de Thèbes, de Sparte, etc. Et elle dit, écoutez les filles, enfin les femmes, on arrête, on en a assez de voir les hommes passer leur temps à la guerre, cause de nos malheurs. Donc, on fait la grève du sexe tant qu'ils ne déposent pas les armes. Alors, normalement, ça devrait marcher. Puis, en fait, on n'a pas d'exemple où ça a marché, on n'en avait pas. Et je dis, c'est pas oui, parce que évidemment, faire l'amour, c'est bon pour les deux partenaires. Et à ce moment-là, je vous assure, ça ne s'invente pas, arrive le triple prix Nobel de la paix de l'année dernière, avec ces 3 femmes, 2 Nigérianes, une Yéménite, et l'une s'appelle Madame Wogbe, puis le reste de son nom m'échappe. Eh bien, vous savez, au Nigeria, elles ont décidé de faire la grève du sexe, tant que les milices de Taylor, qui n'étaient pas des enfants de cœur, je peux vous le dire, vous le savez comme moi, ne déposaient pas les armes. Et ça a marché. Donc, mesdames, vous savez ce qu'il faut faire pour prendre le pouvoir. Et donc, vous voyez, la comparaison est intéressante, ça montre bien, je résume, pardon, on voit bien que ce n'est pas dans les gènes. Nous avons des aptitudes qui font que la guerre, par exemple, qui consiste à éliminer ceux d'à côté, hein, l'enlèvement des Sabines version chimpanzé, on l'a. Hein, on extermine les mâles, on prend les femelles. Hein. Donc ça existe chez les chimpanzés. Ça n'existe pas, notre connaissance, chez les bonobos, alors qu'ils sont plus proches génétiquement. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on n'est plus dans le champ de la sociobiologie où on disait qu'il y avait un gène, un comportement. C'est ridicule. Même chez les chimpanzés, la manière de faire la politique, et je donnerai d'autres exemples tout à l'heure certainement, c'est une question de culture. Et je donnerai un dernier exemple qui est assez fascinant. Qu'est-ce qui fait qu'un individu peut avoir le pouvoir? Et là, j'ai 2 exemples, si vous permettez. À mon avis, il y en a un, c'est le rêve de Bayrou. Ce chimpanzé s'appelle Mac. C'est le nom que lui a donné toujours le clan des chimpanzés de Jane Goodall, qui sont étudiés depuis 50 ans. Donc c'est pour ça il y a 2 grands groupes, ceux de Jane Goodall et ceux que j'ai filmés. Parce que j'avais fait un film, on n'en a pas parlé, ça s'appelle Le Réfifi chez les chimpanzés. Hein, où là, il y aura un coup d'état politique aussi. Hein, parce que chez eux, hein, vous avez Crassus, Pompée, César. Au bout d'un moment, il y en a 2 qui dégagent. Hein. Ça fait, hein, c'est comme chez nous. Hein. Et là, donc Mac. Nous sommes en Tanzanie, et là, il y a 2 grands clans. Hein, donc là, on retrouve, bon, je ne l'ai pas cité, mais on est un petit peu, vous savez, l'histoire des amants de Vérone. Je ne sais pas comment ils s'appellent, il y a les Capulets, et puis il y a les Montaigu. Voilà. Donc il y a les Capulets et les Montaigu, où nous, MP, Parti Socialiste, on essaie de se débrouiller, les autres essaient de trouver leur place. Mac n'a pas de clan puissant. Il n'est pas très puissant lui-même physiquement, parce que vous voyez, c'est pour ça que, j'insiste, hein, c'est pour ça qu'on parle de politique. Hein, c'est pas dominant-dominé. Vous avez des chiens, vous avez peut-être des chevaux, vous connaissez les animaux, il y a des dominants, des dominés. Mais là, ce n'est pas de la politique. C'est celui qui, à un moment, va être plus fort que l'autre et va prendre la place. La politique, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est la capacité de monter des clans à travers les pouillages, à travers des services qu'on va se rendre, d'évaluer les forces de l'autre clan, et ensuite de renverser l'autre clan et de se maintenir au pouvoir. Et ça ne passe pas que par le physique. Parce que justement, Mac n'est pas un très costaud. Il est une mâle numéro 4, numéro 3. Mais il est malin. Il s'aperçoit que lorsque les observateurs humains qui sont là remplissent les réservoirs d'essence des Jeeps ou des Land Rover, vous savez, ces bidons en métal, maintenant c'est en plastique, ça fait un raffut du diable. Et les chimpanzés ont peur de ce bruit. Et Mac n'a pas peur, et un jour, que fait-il? Il va chipper 2 jerrycans, il se rapproche des autres, il les met dans son dos, il se met dans une attitude de provocation. Les autres mâles, ils le voient, c'est ouais, c'est Mac, et il rigole le petit là, en plus il est tout seul. Et l'autre, il les charge avec ses monstrueuses castagnettes. Panique. Et il réussit à avoir une position dominante. Alors vous allez dire, qu'est-ce que foutent les autres? Parce que les autres ne sont pas stupides. Ils savent très bien, les autres, que, en effet, c'est les jerrycans, et ils ont vite compris le coup, quoi. Hein, mais attendez, c'est un vieil artifice. C'est les artifices des prêtres, des magiciens. Je manipule quelque chose qui a un pouvoir que tu n'as pas. Vous voyez, c'est exactement le même processus. Et en fait, Mac va se maintenir au pouvoir pendant 7 ans, ce qui est quand même déjà un beau septennat chez les chimpanzés. Hein. C'est plutôt le quinquennat court. Hein. Et là, pourquoi il va se maintenir? Parce que très intelligemment, il a pris une position d'équilibre entre les Capulets et les Montaigu, et tout le monde y trouve avantage, et c'est la paix dans le groupe. J'ai un très bon exemple, c'est Madame Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord. Vous vous souvenez, il y avait la gauche, la droite. Sénatrice verte du Nord. Et donc ils se sont dit, on va prendre quelqu'un au milieu qui va faire... voilà, Mac, c'est ça. Et je vous donne un autre exemple qui est celui d'un tyran, le fameux clan F, dans le clan F que j'évoquais tout à l'heure, il s'appelle Frodo. Donc là, c'est terrible, parce que ce mâle, il est déjà dans un clan dominant. Donc il a déjà la légitimité de son groupe. Légitimité de classe.
Mais en plus, il est hyper puissant physiquement. Donc il ne va pas négocier. Il a la légitimité et il impose le pouvoir comme un tyran. Et là, ça va être quelques années qui ne vont pas être drôles pour le clan de chimpanzés. Mais au bout d'un moment, les autres vont se coaliser. Et c'est comme chez nous. Si vous avez eu un bon mâle dominant, qui est magnanime, qui a toujours ses réseaux, bon, genre Giscard d'Estaing qui est toujours là, quoi, vous voyez, avec ses réseaux. Hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais quelqu'un qui a toujours du pouvoir. Il n'a plus les attributs officiels du pouvoir, mais il a beaucoup d'influence. Hein. Ce que disait d'ailleurs Bill Clinton, c'est intéressant, il disait, ça ne vous dérange pas de ne plus avoir le pouvoir? Il dit, attendez, moi j'ai eu un pouvoir exécutif officiel, aujourd'hui j'ai un pouvoir d'influence. Il y a différentes formes d'exercer le pouvoir, bien évidemment. Et là, dans ce clan F, on voit le dernier film que j'ai vu, que les mâles se coalisent, et ils cherchent le tyran, et ils l'ont tué. Parce que chez eux, on tue aussi les tyrans. Donc on a toutes les figures. Voilà, donc, et vous voyez, donc, on trouve tous les éléments qui font qu'un individu... j'avais un copain qui, pour expliquer les probabilités, il dit, voilà, il y a 50 millions de Français à l'époque de la naissance de Jacques Chirac qui prend cet exemple. C'était Jacques Chirac à l'époque. Hein. Il dit, quelle est la probabilité d'un Français moyen d'être président de la République? C'est une chance sur 50 millions. Mais maintenant, ça va dépendre du milieu social. Donc là, votre probabilité, elle augmente beaucoup. Et ensuite, votre éducation, ensuite vos réseaux. Et là, vous apercevez que les probabilités d'être président, eh bien, elles sont beaucoup plus fortes, évidemment, en fonction de tout cela. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, on le voit bien, c'est pareil aussi chez les chimpanzés. Donc ça peut être troublant, mais je trouve que ça fait partie des mécaniques, évidemment, sociales du pouvoir. J'en reviens au tableau que je décrivais tout à l'heure, sur le rôle respectif des mâles et des femelles. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, qui est un peu contre-intuitif dans ce tableau. Mettons à part le cas des chimpanzés graciles. Mais comparons les hommes et les chimpanzés robustes, on voit que l'usage des outils est systématique chez les hommes mâles, systématique aussi chez les femelles humaines. L'usage des armes, systématique aussi chez les hommes, fréquent chez les femelles. Alors qu'en revanche, chez les chimpanzés robustes, eh bien, l'usage des outils est modéré chez les mâles, mais courant chez les femelles. L'usage des armes est rare chez les mâles et fréquent chez les femelles. Comment expliquez-vous cela? Alors alors, vous voyez, vous allez voir l'avantage justement de comparer les populations humaines à des espèces les plus proches de nous. Et là, on va rentrer sur le champ des sciences de l'anthropologie culturelle. Imaginez cette scène que je connais. J'habite dans un petit village du sud de l'Oise, et c'est Madame le maire, qui est une femme qui a l'autorité, mais qui est aussi un petit peu autoritaire, au sens, elle aime bien affirmer son pouvoir. Et c'est vrai qu'elle domine pas mal son mari. Et voilà la scène. Je vous la donne. Nous sommes en été. Nous avons un barbecue. C'était de beaux magrets de canard. Son mari les fait cuire. Elle les prend et elle les coupe. Il n'y a rien qui vous trouble là? Dans toutes les cultures humaines, il y a un tabou qui empêche les femmes d'utiliser des objets qui font couler le sang. Et ce tabou est quasiment universel. Et c'est une construction culturelle. Alors, quand on observe des femelles chimpanzés, ça c'est récent comme observation, ça se passe au Sénégal, si je ne me trompe. Les femelles sont entre elles, donc elles papotent de façon chimpanzé, donc épouillage. Et puis, et là c'est une femme qui l'observe, s'aperçoit qu'elles prennent des petites brindilles et qu'elles les affûtent. Elles ne vont pas faire du tricot, vous savez ce qu'elles font? Elles sont en train de préparer des brochettes, et elles vont dans un arbre, et elles transpercent les galagos qu'on appelle les bush babies, qui sont des petits primates qui vivent la nuit, qui sont mignons comme tout, et elles se font une brochette de galagos. Vous voyez, donc ça renforce l'idée qu'effectivement, le fait que les femmes peuvent faire couler le sang est d'ordre culturel. Alors, le fait, mais on retrouve dans nos entreprises aussi, vous savez, on dit que les femmes posent des problèmes à cause de la maternité, etc. Je t'en fous, c'est parce que les mecs, ils ont envie d'emmerder les femmes. Vous savez, mesdames, hein, je ne dis pas ça pour être agréable, mais si les hommes, les mâles, avaient développé autant de génie à faire le bien de l'humanité qu'à trouver des moyens d'emmerder les femmes, on n'en serait pas là. C'est inimaginable tout ce qu'on a inventé, les garçons. Il va falloir qu'on arrête. C'est inimaginable. Hein.
Et là, la comparaison avec les grands sages, l'histoire des techniques, parce que justement, on dit que les femmes sont dans les métiers de l'assistance, du rapport à l'autre. Mais regardez, on a eu cette discussion il y a 40 ans ou 50 ans. On n'imaginait pas que les femmes auraient autant de postes importants dans la magistrature, dans l'éducation, chez les vétérinaires, chez les médecins. On va remarquer, ce sont des métiers où il y a du rapport à l'autre. Il y a 50 ans, on leur dit que ce n'est pas des métiers de femmes. Aujourd'hui, on dit que c'est des métiers de femmes parce qu'ils ont pris le pouvoir là-dedans. Hein, et le niveau n'a pas baissé, je peux vous dire. Hein. En classe préparatoire pour faire médecine et véto, le niveau n'a pas baissé depuis qu'il y a 2 tiers de filles. Au contraire. Hein. Et là, mais il reste les côtés des techniques. Et vous savez que dans les grandes écoles et les classes préparatoires, elles ont du mal à attirer les filles dans ce qu'on appelle le métier d'ingénieur. Parce qu'on a mis dans la tête des filles qu'elles n'étaient pas capables de faire de la technique. Et les femelles chimpanzés nous montrent que si. Alors, je connais les machos, vous dire ouais, les femmes sont moins bonnes que les femelles chimpanzés. Non, c'est pas ça les mecs. Faut pas tomber dans ce piège. Non, en fait, c'est tout un ensemble de constructions culturelles et de pouvoir qui est assez fascinant. Et je vais vous citer 3 femmes. La première s'appelle Ada Lovelace, fille de Lord Byron, amie de Monsieur Babbage, qui invente l'algorithme que va utiliser von Neumann pour nos ordinateurs. Or, c'est Madame Ada Lovelace qui est en fait élevée selon les préceptes de la famille Darwin, où je rappelle les Darwin, ce n'est pas toutes les bêtises que vous entendez. Les Darwin, ce sont ceux qui font abolir l'esclavagisme dans l'Empire anglais et ceux qui disent que les jeunes femmes doivent être éduquées comme les garçons. Vu ? Il serait temps que les sciences humaines disent Darwin plutôt que de continuer à dire des bêtises. Et derrière cela, cette femme, elle trouble parce que les hommes sont mal à l'aise devant une femme intelligente, en plus fille de Lord Byron. Vous imaginez la culture qu'elle avait et la position de classe qu'on évoquait tout à l'heure. La deuxième, quand elle écrit ce livre, elle s'appelle Mary Godwin, mais elle est plus connue sous le nom de Mary Shelley, qui écrit à l'âge de 19 ans Frankenstein, sous le tout-titre Le Prométhée moderne, qui est une critique extrêmement moderne, justement, de la question de progrès par les techniques. Ce livre, il faut le lire, c'est un livre absolument remarquable. Et elle s'inspire d'ailleurs des travaux des grands-pères de Charles Darwin. La troisième femme, encore moins connue, c'est Madame Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, elle est d'origine autrichienne, qui est l'actrice. Alors, c'est un peu macho qu'on dit ça, mais vraiment, c'est vraiment la femme qui resplendit avant Ava Gardner à Hollywood. C'est elle qui invente le système de balayage aléatoire de spectres d'ondes qui va permettre aux Alliés de gagner la guerre de l'Atlantique contre les U-boats allemands et que vous avez dans vos téléphones portables. Et un jour, je suis face à un collègue de l'université de Nice, il dit Voltaire qui a introduit Newton en France. Je lui dis attends, t'arrêtes tes conneries. C'est sa maîtresse, sa compagne, qui était Madame Émilie du Châtelet. Donc, je suis très content que vous ayez évoqué cela, parce que toute l'historiographie des techniques, comme c'est soi-disant une spécificité des hommes, on a complètement occulté toutes les femmes qui ont participé à l'innovation des techniques dont nous sommes dépendants aujourd'hui. Donc, c'est un travail d'idéologie sur la mémoire des technologies. C'est hallucinant. Et ça, c'est des enjeux de pouvoir. Vous voyez ? Et je terminerai par ça, parce qu'il est heureusement qu'on a évacué les psychanalystes autour de l'autisme, il était temps. Hein, parce que franchement, quelle arnaque ce truc-là. Hein, il va falloir qu'on s'intéresse quand même à cette affaire-là. Derrière cette affaire-là, regardez Totem et Tabou de Freud. Je sais dans quelle page de Darwin il a pris l'histoire de la haute primitive. Et je vous rappelle l'histoire. Au début, ce que pudiquement Darwin appelle, Charles, le mariage commun, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait une promiscuité sexuelle avant qu'on invente la société, ce qui n'a jamais été le cas, parce que chez les chimpanzés, il y a déjà des règles, voyez, et ils ne sont pas nos ancêtres, ils sont nos frères d'évolution. Et au bout d'un moment, les hommes se disent « Ah, c'est un peu compliqué tout ça, tout le monde copule avec tout le monde, on ne peut pas créer la société, enfin c'est pas tout ça leur pense sur le cas d'ailleurs, ils décident on arrête de copuler, enfin en tout cas on se limite, et on va contrôler la libido. » Alors déjà on y croit vachement, surtout de la part des hommes, et ça c'est un mythe universel aussi. Et l'idée, il y a plusieurs versions qu'on trouve chez les Algonquins, qu'on trouve en Nouvelle-Guinée, etc. C'est que dans tous les mythes de la création du monde, c'est les femmes qui créent tout. Parce qu'elles ont le privilège de faire des garçons et des petites filles, elles ont créé les arbres, elles ont tout créé. Mais il y a un trouble, il faut réordonner le cosmos entre les mâles et les femelles. Et donc il y a des tas de versions, on va tuer les vieilles qui ont le pouvoir, etc. Hein, et puis on va disperser les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, pour conserver le pouvoir. Donc l'exogamie serait issue du fait qu'on arrête avec l'inceste, soi-disant originel, qui évidemment n'a jamais existé. Donc ça, c'est une construction idéologique, bien sûr. Et dans cette affaire, les femmes vont être occupées à éduquer les enfants, donc elles n'ont plus le temps de créer, et les hommes libérés de ces fonctions-là, eux vont créer les techniques et les cultures. Alors vous allez dire, il exagère un peu.
Ben, c'est là que le plafond de verre, il est là. Nous sommes des sociétés archaïques, chers amis. Puisqu'effectivement, ce qu'on appelle les métiers de garçons basés sur les techniques sont toujours mieux payés que les autres métiers. Parce que comme on dit que les femmes, par nature, ont des métiers d'assistance et que ce n'est pas du fait de la culture, ben pourquoi on les payerait plus? Parce que les autres l'ont acquis par la sphère de la culture. Voilà des fondements idéologiques majeurs qu'on peut déconstruire lorsqu'on regarde les différentes cultures humaines et qu'on regarde aussi les sociétés de chimpanzés. Je suis désolé, ça fait mal, mais c'est comme ça. Je voudrais vous entendre développer rapidement un autre point. Vous expliquez que pour que les hommes et pour que les chimpanzés soient capables d'avoir des activités politiques, il faut qu'ils aient en commun un certain nombre d'outillages cognitifs que vous énumérez en détail, mais qui, me semble-t-il, peuvent se résumer à 3 choses. C'est la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience du groupe. Et absolument, parce qu'ils ont des notions de bien et de mal, et on apprend à être chimpanzé, on apprend à se comporter comme un chimpanzé. Et il y a des habitudes culturelles, c'est-à-dire que, comme chez nous, on parlait tout à l'heure des rillettes et du petit vin blanc dont j'ai oublié le nom, mais ça, je noterai. Le Janière. Janière, je ne connais pas. Et on parlait donc du Mont Basillac, on va dire, et du foie gras. Donc ce sont des différences culturelles qu'on connaît bien. Et bien chez les chimpanzés, vous apprenez à manger tous les types de nourriture. Ils sont omnivores comme nous. Et les façons de manger aussi sont apprises. Les façons de se saluer. Nous, c'est les poignées de main ou la bise avec les filles. Sinon, dans d'autres pays, vous savez, aux États-Unis, vous ne faites pas la bise comme ça. Même à une Allemande. Elle a fini par craquer, Angela Merkel, avec Sarko, parce qu'il n'arrête pas. Mais bon, elle a fini par céder. Mais bon, il n'a pas compris que ça ne se passait pas comme ça. Non, c'est intéressant, parce qu'il croit bien faire en plus. Mais théologiquement, c'est assez amusant. Donc voilà. Vous n'avez jamais songé à offrir vos services de conseiller éthologique? Écoutez, je raconte l'histoire dans le bouquin. Monsieur Sarkozy venait d'être élu, et puis au début, tout de suite, tout le monde est surpris par ce côté faussement relâché, mais un peu fébrile, etc. Mais vous vous souvenez, il était avec les princes des Émirats arabes, il les prend par le coude, etc. Ensuite, le Premier ministre indien, ouais, tiens, c'est lui mon pote, les autres. Et donc, vous savez que les marques de politesse, c'est de réserver la sphère d'intimité qu'on peut violer, mais il y a des comportements pour rentrer dedans. Et lui, il ne le fait pas parce qu'il croit que c'est un enfant de la télévision. C'est clair. Donc, il ne croit pas mal faire, soyons très clairs. Il n'est pas vulgaire. Il ne sait pas mal faire. Il n'est pas poli. Il croit que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Voilà. Et donc, c'est assez fascinant de voir comment il fait ça. Et du coup, j'ai perdu le fil avec cette histoire. Et chez les chimpanzés aussi, vous avez des comportements d'approche, ces manières d'épouiller, vous n'approchez pas comme ça. Donc tout ceci, alors justement, j'étais dans le train, vous savez, ça m'est revenu, et tout à fait par hasard, je tombe sur Maurice Godelier, qui est un de nos très grands anthropologues, un immense anthropologue, qui a presque 80 ans maintenant. Et vraiment, mesdames et messieurs, si vous voulez voir les mécanismes du pouvoir après les chimpanzés, parce que j'en parle de Maurice Godelier, lisez La Fabrique des grands hommes. Et vous apercevez que les stratégies de pouvoir et de politique sont les mêmes chez les barouillas, les chimpanzés et nos démocraties soi-disant modernes, qui ont des formes de modernité que je ne conteste pas, bien évidemment. Et là, Godelier me dit écoute, Pascal, que je fous dans ce train, donc on papote, on fait un peu dépouillage, quoi. Et il me dit t'as vu les comportements de Nicolas Sarkozy? Je dis ouais. Il me dit tu crois qu'il y a un éthologue autour de lui? Je te rassure, il n'y en a pas. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je suggère qu'ils aient gagné moins à embaucher des éthologues comme moi plutôt. Enfin, je connais l'éthologie, je suis avant tout anthropologue, mais plutôt que d'engager des communicants qui, évidemment, communicants, qu'est-ce qu'ils communiquent? Bien, le moment va bientôt arriver de donner la parole à la salle. Avant cela, je voudrais quand même amorcer une critique, parce qu'on vous lit et on vous entend avec énormément de plaisir. On dit oui, c'est convaincant parce que... Et il a bien épouillé avant d'arriver à la vacherie. Non, mais j'essaye de retenir les leçons. Oui, c'est convaincant et on voit bien les analogies, les ressemblances, les similitudes qu'il y a entre les comportements des uns et des autres. N'empêche que tout à l'heure, vous avez donné rapidement, en passant, une définition de la politique, et je l'ai noté. La politique, c'est la capacité à passer des alliances pour conquérir et pour conserver le pouvoir. Alors, il me semble quand même qu'on peut vous objecter que c'est une conception singulièrement réductrice de la politique, qui rend bien compte effectivement de l'aspect jeu de pouvoir de la politique, mais qui passe complètement à la trappe l'aspect projet, l'aspect programmatique. Je rappelais avant même, enfin en introduction de notre débat, qu'il y a un mois, nous avons convié un économiste
à nous parler de la question de la richesse, de l'attribution, de la distribution des richesses. Et ça, ce sont bien des choix proprement politiques et qui échappent peut-être à la sphère des chimpanzés. Bah, au sein des entreprises, je peux vous dire que non, hein. Mais sans que ce soit péjoratif. Non, votre remarque est très importante. Cette définition de la politique que j'ai prise, qui est toute simple, comme la définition des cultures chez les grands singes, c'est quoi? Ou d'autres espèces, c'est la capacité d'inventer de nouveaux comportements, et ensuite que ces comportements soient diffusés, transmis, et qui varient, et c'est pas dans les gènes, donc c'est transmis culturellement et socialement. Donc voilà, ça c'est les fondements des cultures. Alors, évidemment, c'est pas du Verdi, mais voilà. Bon. Derrière cela, il y a aussi, c'est ce que vous faites ici, si j'ai bien compris, c'est gérer la cité. La politique aussi, c'est gérer la cité et ses projets. Évidemment, on l'a pas chez les chimpanzés. On l'a pas. Hein. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les différents projets qui sont proposés par nos candidats politiques et leurs partis, on est quand même là dans une stratégie de monter des coalitions et puis de prendre le pouvoir. Alors ensuite, le sens plus humain. Le pouvoir pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Bon, si c'est pour conserver des privilèges, c'est-à-dire le sexe et l'avantage d'accéder aux nourritures, ça on l'a. Hein. D'ailleurs, j'étais très embêté parce que il y a une partie dont on n'a pas parlé, mais je vais essayer de découvrir. Je prends 13 espèces de singes différentes où j'explique leur comportement, mais qui sont avec une écriture un peu de pataphysicien, parce que j'appartiens comme ça modestement à ce collège de pataphysique. Vous savez, la pataphysique, on ne peut pas la définir. Hein. Donc je donne une définition que je n'ai pas mise dans le livre, qui est inspirée de Georges Perec, le grand auteur. Si je dis que l'homme est un singe, c'est de l'anthropologie physique. Si je dis que le singe est un homme, c'est de la métaphysique. Mais si je dis... Attendez, merde. Il y en a 3. Je dis que l'homme est un singe, ça c'est de l'anthropologie physique. Si je dis que l'homme n'est pas un singe, c'est de la métaphysique. Et si je dis que le singe est un homme, c'est de la pataphysique. Voilà, on y est. C'est pas si simple que ça, vous voyez. Donc la pataphysique. Et en tout cas, donc, je donne des portraits et puis j'accroche un homme, un parti politique ou une femme politique. Alors rapidement, je ne donne pas la liste, il faudra le lire. François Hollande, il marche, il va très bien en orang-outan. Nicolas Sarkozy, il marche très bien en macaque. C'est qu'il y a beaucoup de macaques, et j'appelle ça Unity of Macaca Population, ce qui fait UMP, dans lequel il y a un groupe fossile qui s'appelle Union des fossiles, qui est l'UDF, hein, et puis un gros groupe, c'est le RPR, Rhesus, pour Rhesus macaque. Et les macaques Rhesus, ils sont toujours un peu énervés. Oui, Ségolène Royal, c'est la femelle bonobo. Épouillage gracile et élégant. Mélenchon, c'est le babouin. Putain, tu te rapproches, tu sors les câlines, mon coco. Donc c'est le PC central, hein, Papio Corporation. L'extrême gauche, c'est les cercoceps. Ça, c'est des petits singes qui sont dans les arbres. Là. Ils râlent beaucoup, ils gueulent, ils descendent, ils protestent, ils remontent, ils font jamais rien. Vous voyez, ils n'ont pas de projet. Vous voyez, vous entendez Poutou. On veut la révolution pour faire quoi? Non, révolution. Voilà, c'est que ça, vous avez entendu récemment. Hein, j'invente rien. L'extrême droite, c'est le hurleur brun. Alors ça, je veux dire, si vous voulez le savoir, ils vont me casser la gueule. Alors j'ai une photo. Vous avez 2 hurleurs, un brun et un blond, et puis la photo à côté, les 2, Le Pen. Donc ensuite, je prends des personnages. Bayrou, c'est le babouin. Les mandrilles, vous savez, les sphinx. C'est les sphinx qui renaissent toujours de leurs cendres. Puis à côté, il y en a un, c'est le babouin, le drill, que personne connaît. On sait qu'ils sont là. C'est Hervé Morin, c'est jamais visible dans les radars. Il y en a un qui est plus ébouriffé, qui est magnifique, comme ça dans les plaines du Nord. Ça, c'est Borloo. Ça marche très bien aussi. Le gibbon, c'est Juppé. Ah non, c'est Fillon, pour parler de la Sarthe. Toujours élégant, etc. Et le gorille, c'est Juppé. Je les ai gâtés, ceux-là, quand même. Hein. Et puis là, il y en a une que j'ai gâtée aussi, c'est Martine Aubry, c'est la Mama d'Arnhem, parce que là, il y a un personnage politique, mesdames surtout. C'est la Mama d'Arnhem. Les mâles dominants passent, mais sans Mama, ils n'ont jamais le pouvoir. Et alors là, je vous raconte l'histoire. Elle est trop belle. Parce que les mâles considèrent qu'ils sont toujours dominants face aux femelles. Hein. Et donc, on décide de mettre en place ce groupe des chimpanzés du zoo d'Arnhem. C'est pour ça que ce groupe, on le connaît très bien. Tous les jours, on les observe avec des caméras, on note, etc. Donc on les connaît par cœur, les gars, les filles. Et donc, ils mettent ces communautés de chimpanzés comme dans la nature en place. Et vous savez que quand on met ensemble des animaux, entre guillemets, on met toujours les dominés avant les dominants.
Si vous mettez le dominant d'abord, le dominé il rentre, il se fait casser la figure. Donc forcément, de base, les femelles dominées. Donc on met les femelles. Dont Mama qui retrouve des vieilles copines gorillas du zoo de Berlin, de Londres, etc. Toi, les copines, ouais, t'es là. Enfin, façon chimpanzé, quoi. Elles s'épouillent, elles sont contentes, paf. Et on met les 3 mâles dominants. Et là, les femelles les voient tout de suite. Elles se divisent en 3 groupes. Elles vont leur casser la gueule. Les mecs, ils vont droit dans les arbres. Coucou, on a un problème de dominance. Donc, on a retiré les femelles. Et les 3 mâles, écoutez, les mecs, on se connaisse pas, mais on se serre les coudes. Et donc, on relâche, surtout Mama, elle a 47 ans. Mais je vais faire un film sur elle, justement. Et on lâche donc à nouveau les femelles. Et Mama monte à la charge. Mais elle n'est pas suivie par ses copines. Vous allez me dire trahison? Mais non. C'est que Mama est une femelle dominante, très douée, mais elle est parfois agressive. C'est-à-dire dans la forme, elle est un peu tyrannique. Et là, vous avez vraiment, je reprends tous les grands textes politiques, et là c'est Thomas Hobbes, c'est le Léviathan. C'est-à-dire que sa meilleure amie, même Gorilla, plutôt que de suivre Mama et d'attaquer les mâles, elle va aller épouiller les mâles dominants, donc dominer, dominant, en disant que je cède une partie de ma liberté, mais je préfère un pouvoir plus équilibré, assuré par les mâles, que même ma meilleure copine, qui elle est beaucoup trop tyrannique. C'est l'histoire du Léviathan. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc derrière cela, je reprends pour terminer les fables de La Fontaine. Il y a 9 fables sur les singes, parce que La Fontaine, c'est un éthologue, hein. Et ben vous avez les mêmes comportements à la cour de Louis XIV que vous avez aujourd'hui parmi les hommes et les femmes politiques, avec les courtisans, les nobles, etc. Et il y en a une, je vous le livre, parce que justement, j'ai décrit, et je termine là pour prendre les questions. J'avais croqué tous les personnages politiques. Alors Villepin, oui, Villepin, j'adore. Les premiers croqués, c'est le babin Madrias. Une gueule et des canines, mais je te bouffe à la première occasion. Il n'est pas très franc parfois du collier. Et puis j'avais croqué Strauss-Kahn, évidemment. Et je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Alors du coup, c'est le préambule du livre qui s'intitule « La chute de King Kong ». Je vous laisse découvrir. Et dans les fables de La Fontaine, je les reprends dans les commentaires de la politique actuelle, avec mes avis qui sont discutables, sauf une, et je terminerai par ça. Elle est très courte. C'est la fable, je fais façon Pascal Pic, pas façon La Fontaine, donc plus rapide et moins élégant. C'est le loup plaidant contre le renard par devant le singe qui est le juge. Le loup vient se plaindre parce qu'il en a ras-le-bol, ce satané renard lui a encore piqué quelque chose, il en a assez, donc il porte plainte. Le renard dit « Non, mais c'est pas moi, c'est toujours ma réputation, j'en ai assez, on me colle tout sur le dos, moi j'ai rien fait. » Alors en fait, il n'y a pas de témoin et c'est réputation contre réputation. Le juge est excédé et il condamne les deux. Il dit « Toi, le loup, je te condamne parce que tu déranges la justice pour un méfait dont tu ne peux même pas apporter la preuve que tu en as été victime. Quant à toi, le renard, je te condamne parce que c'est pas pour ce coup-là, mais tu payeras pour les autres. » Et la chute est celle-ci. Nul ne pourra jamais reprocher à un juge de condamner un pervers. Eh bien, écoutez, comme promis, le moment est venu de vous passer la parole. Comme d'habitude, un micro va circuler. Il suffit de vous signaler à notre attention pour qu'on approche le micro. Oui, monsieur. Oui, c'est vous, c'est vous. Merci. Je voudrais vous poser 2 questions. La première, c'est on renvoie, c'est normal, on a renvoyé souvent au modèle français du jeu politique. Je voudrais savoir s'il y a autant de différences dans une société, disons, robuste, par exemple. Est-ce qu'il s'organise aussi différemment que l'homme s'est organisé en faisant simple depuis la démocratie qu'on appelle occidentale jusqu'à le totalitarisme ou le fascisme, etc. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est lié au problème de l'émergence. Si j'ai bien compris, en citant le tableau, l'homme serait en régression par rapport à des sociétés un peu plus sociales ou un peu plus... avec moins de violence, disons. Et est-ce que ça voudrait dire que est-ce que l'homme serait resté un peu animal, c'est-à-dire... Vu les problèmes de la société actuelle et même de la planète, on a du mal à faire une émergence, c'est-à-dire franchement à abandonner certains comportements qu'on a pour passer à un autre qui permet de sauver peut-être la planète ou résoudre des problèmes de survie. Donc, première question, les chimpanzés ont-ils plusieurs régimes politiques? Oui, hein, je vous l'ai dit. Alors justement, j'ai repris le prince de Machiavel et j'ai pris tous les personnages. Le prince élu par le peuple,
le tyran, le prince élu par les autres princes, etc. Et donc on a toutes les différentes formes. Hein. Alors par contre, sur la démocratie, ce que vous dites est quand même assez fascinant, parce qu'ils ont la capacité du consensus. Par exemple, alors il n'y a pas que, il y a aussi les babouins Médrias, qui sont d'ailleurs les cauchemars des féministes américaines, puisqu'ils sont très machos, mais il n'empêche que, et c'est pas lié, il y a un exemple qui est très bien connu, où un matin, donc ils descendent des falaises, et puis là il y a un vieux mâle qui descend un peu plus tard, quoi, parce que il est un peu maîtrisé par les jeunes mâles, quoi. Mais simplement, ils sont un peu désemparés parce qu'il y a une sécheresse et ils ne savent pas trouver la nourriture. Et là, ils se livrent à des jeux, certains qui vont dans une direction ou dans un autre. Et donc, une décision va se faire sur le banc qui va être pris. Et ce mâle descend. Et là, comme on dit en banlieue, respect, parce qu'ils savent les autres que lui, quand il était plus jeune, a connu une situation comme cela. Et ils vont tous le suivre. Donc, il y a des processus de consensus, au vrai sens du terme, qui existent chez eux. Mais aussi, on peut avoir donc des tyrans. Par contre, la notion de démocratie, vous savez ce qui est troublant, et ça, c'est un livre qui n'est pas traduit en français. On va essayer de faire traduire Odile Jacob sur les origines de l'ordre politique, Origins of Political Order. C'est de Francis Fukuyama, qui est connu d'ailleurs pour avoir écrit La fin de l'homme, La fin de l'histoire, etc. Et là, ça devient très intéressant parce que on est à peu près la même génération, cher monsieur. Nous, on a été nourris, quand nous étions jeunes, de l'idée qu'effectivement, pas du grand soir, on n'était pas naïfs, mais qu'il pouvait y avoir de grands changements. Pour les plus jeunes, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est le 10 mai 81. Le 10 mai 81, pour les gens de ma génération, on n'avait connu que la droite, donc c'était un souffle énorme. Et vous savez, en fait, pourquoi Mitterrand a été élu le 10 mai 1981 ? Parce que Mitterrand avait de grosses canines. Votez pour moi, Schling. Hein, vous avez vu le film L'âge de glace ? Quand Diego, le tigre à dents de sable, il veut jouer avec le gamin, il fait picabou. L'autre, le gamin, il voit l'écrou. Vous imaginez, j'ai voté pour moi. Et l'orthodontiste de François Mitterrand, il a fait râper les canines. Vous voyez comme quoi. Hein, donc, et là, derrière cela, plus sérieusement, que nous dit Francis Fukuyama ? Et ça, c'est très troublant, notamment pour les jeunes générations, même pour la nôtre. C'est qu'il dit que le modèle de la démocratie, parce que vous avez parlé de démocratie, lui dit que le modèle théorique le plus abouti, c'est la démocratie anglaise ou danoise, quand ça fonctionne bien. Hein, la nôtre est quand même pas mal. Mais que derrière cela, c'est un modèle indépassable et aussi le modèle d'une certaine forme de libéralisme économique. Pas le libéralisme extrême, mais en tout cas la capacité d'entreprendre, d'être l'acteur de sa vie, de ses projets. Et là, je crois que c'est extrêmement troublant pour nous, parce que, pour moi, d'une manière rétrospective, ça expliquerait assez bien les alternances droite-gauche qu'on a tout le temps. Il y a des gens qui votent toujours à gauche, des gens qui votent toujours à droite, mais ces alternances font qu'effectivement, la chute du mur de Berlin, le pragmatisme chinois qui nous trouble beaucoup, Cuba, on sait ce qu'il en est maintenant, on n'a plus de grands projets qui transcendent, comme nous avons été nourris à l'école depuis les Lumières, l'idée que l'homme peut être l'acteur, responsable, etc. Et ce qui se rapproche à nous, et donc pour terminer sur cette réponse, cher monsieur, c'est que justement Malthus, qui critiquait, parce que ça a été mal lu Malthus, qui n'était pas tout à fait d'accord avec Condorcet. Condorcet, c'est un immense bonhomme que j'admire énormément. Eh bien, Malthus disait, attention, nos gros enjeux de la démocratie, du progrès, seront menacés un jour par le fait que la planète n'a pas des ressources illimitées. Et donc les gros enjeux de notre démocratie aujourd'hui, ça risque justement d'être les pénuries et les tensions que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement troublant. Hein, voyez. Donc voilà. Et donc, vous voyez, je ne parle pas de mes chimpanzés et des canines, il y a quand même des réflexions que vous pouvez critiquer, etc. Donc voilà, pour répondre à votre question, donc on a toutes les formes. Par contre, on n'a pas le discours, effectivement, on n'a pas le logos. Mais là, aujourd'hui, je trouve que ce discours, on a oublié, comme je disais tout à l'heure, que la notion du discours à travers la radio et la télévision, c'est une toute petite période dans notre histoire politique, en fait, avec la démocratie élective au suffrage universel. Avant, la politique, ça se décidait dans des agoras, qu'on appelait le Parlement, qu'on appelait autre chose. Donc, en fait, on a oublié que c'est très récent. Le suffrage universel, chez nous, c'est très récent, notamment le vote des femmes. Je rappelle d'ailleurs qu'au passage, je ne dis pas ça pour être agréable aux femmes, et les Turcs nous le rappellent, qu'en France, ça n'a jamais été voté, le droit de vote des femmes. Eh bien, c'est une ordonnance du Conseil national de la Révolution. Gouvernement provisoire, oui, mais c'est 45, absolument. Mais c'est une ordonnance, ça n'a pas été un vote, absolument. Nous allons laisser la parole à madame, précisément. Ouais.
À Oui, vous. 44 et ensuite, oui. Oui, justement, à propos des femmes, vous n'avez pas parlé du problème pour lequel les femmes doivent prouver qu'elles sont capables d'exercer le pouvoir, par exemple. Bah, elles sont capables, maintenant on a plein Et d'exemples. Et Quand- pourquoi doivent-elles Ah prouver bah, attendez, alors qu'on on demande fait pas tout aux pour pas hommes que vous de l'ayez, prouver? madame. C'est aussi simple que ça. Merci. C'est aussi simple que ça. On fait tout pour pas vous l'ayez. Voilà. Et même des fois, on reproduit ces schémas sans s'en rendre compte. C'est pour ça que l'éthologie est extrêmement troublante. Parce que l'éthologie, elle décrit des comportements sans forcément qu'ils s'annoncent sur un projet, sur un discours, sur une intention. Mais ce sont nos comportements fondamentaux. Hein. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais mis autant de femmes d'aussi haut poste, même si c'est encore très déséquilibré. Mais quand France de Waal, parce que ce bouquin est parti quand même d'un fonds scientifique puissant, il y a eu France de Waal qui a écrit La politique du chimpanzé en 1982, mais en 1982, il y avait combien de femmes au pouvoir? Regardez en 30 ans comment ça a changé. Hein, ça a beaucoup changé, donc il y a encore beaucoup à faire, hein, je vous l'accorde. Mais à un moment, on a eu 12 femmes qui étaient chefs d'État. Hein, maintenant, il y a un petit peu moins, parce que Mme Bachelet n'y est plus, etc. Mme Kirchner qui est, pourtant c'est un pays machiste, hein, l'Argentine. Donc voilà, et on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Bah, parce que aussi, c'est sur nos éducations. Hein. Attendez, je vous renvoie aux travaux de Françoise Héritier, du Collège de France, professeur honoraire maintenant. Les fondements idéologiques. En fait, par exemple, Elisabeth Badinter, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'elle raconte. Bon, c'est une autre approche. Mais Françoise Héritier, je suis beaucoup plus proche de son travail intellectuel. C'est absolument remarquable. Et un jour, on était ensemble avec Françoise Héritier. Et il y a Mme Cossion-Morisset qui était là, et d'autres ministres femmes, ou secrétaires d'État, puis d'autres personnes. Et à un moment, on commence le dialogue de la fin entre nous, comme ça. Et elle me dit, mais Pascal, est-ce que l'homme ne serait pas l'espèce la plus violente vis-à-vis de ses femelles? Je lui dis absolument. Notre espèce est la plus violente vis-à-vis de ses femelles. Et moi, je rajoute derrière, nous sommes l'espèce la plus incestueuse. L'homme est une espèce... Je suis désolé, je ne suis pas ça pour nous être désagréable, parce qu'on est capable aussi d'être bien. Mais quand vous comparez avec les autres espèces, pourtant les chimpanzés, ce n'est pas des tendres, hein, nous sommes l'espèce qui est extrêmement violente. Et donc, il y a un problème de ce rapport, comme ça, aux femmes, à l'homme, qui existe dans toutes les sociétés. Et donc, il n'y a que 3 hommes qui ont touché à ça. En tant qu'intellectuel, j'entends universitaire, intellectuel, le mot est peut-être un peu fort. En sociologie, c'est Pierre Bourdieu, sur la domination masculine. En anthropologie culturelle, c'est Maurice Godelier. Et le 3e, en anthropologie évolutive, vous l'avez devant vous. Ce qui fait que les féministes ne nous aiment pas beaucoup. Et moi, l'autre fois, je me suis accroché avec des femmes, des amis, justement, qui disaient, dans une assemblée comme ça, l'entreprise de demain aura besoin de valeurs féminines, c'est-à-dire l'empathie, la sympathie, l'écoute. Je dis, mais attends, et qui t'a dit que c'était des valeurs que féminines? Donc il y a aussi des combats féminins de revendications qui renferment dans un autre ghetto. Les hommes peuvent être tendres, les hommes peuvent écouter, et puis les femmes peuvent être aussi extrêmement violentes. Le contre-exemple, qui n'est pas universel, mais je vous l'accorde, vous vous souvenez de cette femme qui était caporale dans la prison d'Abou Ghraïd, hein? En plus, elle était enceinte, etc. Je veux dire, notre société peut faire des femmes qui torturent. Hein, je veux dire, c'est pas... voilà, hein, soyons très clairs. Et donc, mais ça, ces constructions-là, et donc aujourd'hui, je pense que les jeunes générations, les garçons et les filles qui sont là, qui sont plus jeunes, évidemment, sont plus habitués à avoir des relations de pouvoir et d'équilibre professionnel entre les hommes et les femmes, mais on traîne encore beaucoup d'archaïsme, chère madame. Voilà. Et donc, il faut les déconstruire, et les chimpanzés nous aident, d'une certaine manière. Une rafale de questions au fond de la salle. Ouais. Oui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que la société des chimpanzés... Allez, parlez bien dans le micro. Ouais. Est-ce que la société des chimpanzés est capable de progrès, d'évolution, d'acquisition de nouvelles techniques? Oui, Et, pour ça qu'on parle de culture. D'accord. Est-ce qu'un jour un chimpanzé écrira le singe est-il un grand homme politique? Non, d'abord, je n'ai pas envie d'avoir de concurrents. Mais effectivement, nous sommes capables d'avoir cette réflexion. Mais leur société évolue, évidemment. C'est pour ça qu'on parle de culture. Et on a... Alors, attendez, même les Japonais l'avaient vu. Chez les macaques, alors c'était il y a 50 ans, hein, sur l'île de Koshima, une femelle qui innove, donc il y a transmission. Et donc, vous avez des différences entre les sociétés. Alors, surtout plus chez les chimpanzés. Et d'ailleurs, c'est très récent. C'est un article canonique, en vrai sens du terme, de 1999, vous vous rendez compte, ça fait 13 ans à peine, où là, effectivement, les différents chercheurs qui avaient suivi pendant plusieurs décennies différents groupes de chimpanzés, où là, on a une vraie histoire, vous voyez, et bien, sont aperçus qu'effectivement, il y avait des phénomènes culturels sur un ensemble de comportements, les outils, les mœurs sociales, plus démocrates, plus tyranniques,
plus tel type de comportement de chasse ou pas. Même la chasse, vous savez, la chasse c'est culturel chez nous aujourd'hui. Hein. Il y a des chasseurs du dimanche, il y a des sociétés qui chassent. Ben, eux, c'est pareil aussi. Et donc ça évolue effectivement au sens où c'est du changement. Les théories de l'évolution, c'est du changement dans la Mais nature. il y avait une accumulation qui permettait de progresser. Absolument. Ben, on fait même alors ça c'est extrêmement récent. Merci de cette remarque parce qu'aujourd'hui on fait de l'archéologie préhistorique en Côte d'Ivoire. On a des sites préhistoriques, donc archéologiques, de cultures anciennes de chimpanzés. Alors c'est pas sophistiqué, très sophistiqué, mais ils le font. C'est ça qui est important. Une autre question. Oui, est-ce qu'il y a des similitudes entre les chimpanzés et les hommes sur le plan des tâches masculines, féminines? Je sais que Godelier a travaillé là-dessus. Oui. L'homme abat des animaux et les femmes les cuisinent. Parce que c'était le tabou tout à l'heure que j'évoquais, Oui, voilà. Ça vient d'Alain Testard, hein, donc un grand anthropologue. Alors là aussi, alors là, c'est le grand débat. Oui. Parce qu'il y a deux façons d'aborder la question des différences hommes-femmes. Oui. Donc c'est les questions du genre. Vous savez qu'il y a eu une polémique sur l'enseignement de la sexualité. Alors moi, elle s'est arrêtée la polémique parce que j'ai écrit un article dans Le Monde l'année dernière, le 1er septembre de l'année dernière, et ça a calmé le jeu. Les politiques, je dis, le contenu, c'est nous qui les avons. Mais le problème, c'est que les enseignants de biologie ne sont pas formés, c'est pas qu'ils sont incompétents, mais ils ne sont pas formés pour traiter ces questions de genre qui sont plutôt de l'ordre de l'anthropologie culturelle. Donc il y avait énormément de confusion. Seulement, c'est voilà. Aujourd'hui, il est de bon ton à l'école des hautes études en sciences sociales. Je vous l'ai dit, mais il m'agace. Hein, vous savez, là, je vais être un peu virulent. Hein. C'est comme en amour. Il y a je t'aime et je t'aime beaucoup. Hein. Alors, il y a sciences humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est un peu vache, mais c'est un peu ça. Ils m'ont invité à l'EHESS, d'ailleurs, à faire une conférence sur Darwin et les sciences humaines. Il y avait 3 Pékins devant moi. Le plus grand four de toute ma vie. Alors que Darwin fonde l'anthropologie. C'est Darwin qui fonde l'anthropologie. Hein. Alors évidemment, il y a Rousseau aussi, d'après Claude Lévi-Strauss. Et derrière cela, ce qui est très intéressant, est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes? Alors dès que vous commencez à stigmatiser cela, les gens vous disent, vous mettez des critères, donc ça va être l'oppression. Écoutez, l'équité, c'est tenir compte des différences pour avoir plus d'égalité. Hein. Sinon, je ne vois pas comment on ferait. Hein. On est un peu empoisonné avec cette histoire d'égalité en France. Il faudrait plutôt parler d'équité. Et dans cette affaire, est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes? Il y en a qui disent non. C'est les travaux, par exemple, d'une amie et collègue qui est Catherine Vidal, neurobiologiste. Elle a montré qu'en fait, dans tous les papiers qui sont sortis, qui disent que soi-disant les femmes, c'est plus les mathématiques, etc., c'est cacaboudin. Hein. Franchement, pardonnez-moi pour l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, la conclusion est orientée. Les données ne permettent pas de dire qu'il y a des différences hommes-femmes. Voilà. Alors quelqu'un me dit un jour, ah ben si, regarde, on a une étude, on a pris les gamins à l'âge de 5 ans. Attendez, vous avez eu des enfants, vous avez été enfant, quand vous êtes petit, on ne met pas les garçons dans la chambre rose avec les Barbies. Hein. Très vite, vous avez la construction du genre, parce que la société assigne, évidemment, une identité sexuelle aux individus. Et ça, c'est indéniable, c'est toutes les sociétés humaines. Ça, on ne l'a pas dans les sociétés de chimpanzés. Mais alors maintenant, comment aborder ce débat? De dire qu'il n'y a pas de différence homme-femme, alors là, franchement, ça m'étonnerait. Sauf qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Parce qu'il faudrait élever des petites filles comme des garçons, et les garçons comme des petites filles. Et là, c'est ce qu'on appelle l'expérience interdite. Hein, parce que vous imaginez le choc que ce serait ensuite, après. Hein. Donc on ne peut pas le faire. Donc acceptons cette contrainte. Mais il y a une autre façon de répondre, cher monsieur, et vous l'avez évoqué, c'est comment se comportent les petits garçons chimpanzés et les petites filles chimpanzés. Ben, les petits garçons, plutôt, ils aiment bien jouer avec des bâtons et les stratégies de pouvoir des grands mâles. Et les petites filles, ben, elles aiment bien jouer plus à la maman. Mais ça n'empêche pas que quand il faut castagner, ben, elles sont là. Hein. Donc voilà. Donc il semblerait des. Alors, est-ce que c'est génétique? Ça, c'est la question. Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, il y a des proportions très claires qui font que les petits mâles sont plus intéressés par des stratégies de jeu, etc. Mais Mama, c'est pour ça que Mama est importante. Mama n'est pas une bonne mère, parce que là aussi, ça fait penser au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que je trouve d'ailleurs qui est important en termes de positionnement sur le féminisme, mais qui n'est pas bon sur le fond, me semble-t-il, en tout cas de mon point de vue. Mais derrière cela, même une femelle chimpanzé apprend à être mère. Elle va apprendre à être maman. Et c'est pour ça que d'ailleurs les mâles chimpanzés, et ça vous fait rire mesdames, on a des études qui montrent que les mâles chimpanzés préfèrent les femelles matures que les jeunes femelles pour les relations sexuelles. Et parce qu'en fait, ils savent très bien que les femelles matures, indépendamment de leur expérience, sont des femelles expérimentées. Au début, les jeunes femelles qui ont des petits, elles peuvent les perdre parce qu'elles sont moins adroites. Donc elles apprennent aussi à être maman. Hein, c'est comme chez nous. On apprend à être maman comme on apprend à être papa. Oui, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous voyez, ça porte des...
Mais par contre, on n'a pas résolu la question, est-ce que c'est hormonal, est-ce que c'est génétique? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Une autre intervention. Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous nous avez parlé précédemment dans votre exposé des similitudes entre les singes et les hommes, et notamment en rappelant... Les chimpanzés, il n'y a que les chimpanzés qui font ça. Hein. Et notamment en rappelant l'importance de la culture dans ces sociétés animales. Mais vous avez peu parlé d'éducation. Ben, bien sûr, ça passe par l'éducation, évidemment. Ah oui, non, mais c'est un peu court. Est-ce que vous pourriez nous en dire attendez, un je ne peux petit pas peu tout dire. plus Hein, c'est pour ça qu'il y a des questions, je vous remercie. bien sûr, il y a tout l'aspect éducatif, parce que nous appartenons à un groupe d'espèces assez rares, chez lesquelles, là aussi, je suis un petit peu agacé, parce que mon seul bouquin qui n'a pas bien marché, j'ai fait quelqu'un qui était vraiment... En plus, c'est un copain sur les origines de la sexualité humaine. Et ils font des affirmations qui ne sont jamais contrôlées sur le terrain. Alors vous savez ce qu'ils me balancent? Ils disent « Nul ne sait à quoi sert la queue chez les mammifères et les singes ». Je lui dis « Attends mon coco, c'est pas parce que tu ne connais pas que nous ne connaissons pas. Hein. » Vous voyez. Alors par exemple, un bon exemple, c'est celui que vous avez tous entendu, qui dit que le petit humain est le petit qui naît le plus immature. Je t'en fous, ouais. Vous avez vu un petit souriceau déjà? C'est quasiment un fœtus qui naît. Le petit humain naît très mature. Sauf qu'on a un sacré machin là qui s'appelle le cerveau. Vous savez que le cerveau, pour les adultes qui sont ici, c'est 20 à 25% de notre métabolisme quotidien. Chez les jeunes, il y a un jeune homme qui est ici, lui, il est à plus de 40% lui, par jour. Hein. Et les petits gamins, c'est pour ça qu'ils bouffent tout le temps, parce que le cerveau, il bouffe 80%. Donc les nouveau-nés, le cerveau a priorité. Donc, en fait, ils sont moins actifs parce que gros machin, là, il continue à se développer. La durée de gestation chez les femelles chimpanzés est de 8 mois et demi, mais les gorilles aussi d'ailleurs. Hein, et chez nous, c'est 9 mois. Alors mesdames, je vais vous faire peur, parce qu'il y a une corrélation entre le temps de la gestation et la taille du cerveau du nouveau-né et la taille du cerveau adulte. Tout ça, c'est très bien corrélé. Eh bien, la grossesse devrait durer, accrochez-vous mesdames, 18 mois chez nous. Sauf que ça décroche, au vrai sens du terme, à 9 mois. Et c'est pour ça que le petit humain, en fait, il va poursuivre une croissance cérébrale de type fœtal. Il n'y a que notre espèce qui a ça. Donc on n'est pas plus immature, mais on est avec donc, un prolongement de croissance fœtale, alors que chez les chimpanzés, ça sature derrière. Mais derrière, nous sommes des espèces chez lesquelles tout ça est corrélé à de longues espérances de vie. Je ne sais pas si vous le savez, l'information est passée il n'y a pas longtemps, il y a 4 mois. Cheetah, le 3e tenant du rôle dans les films de Tarzan et Johnny Weissmuller, est mort à 80 ans. Donc nous sommes des espèces, madame, qui ne peuvent pas vivre sans les autres, sans l'éducation, sans les traditions, sans la culture. Et pour revenir avec mes histoires de clans dominants, ce n'est pas un gène dominant de la dominance, ce serait trop simple. C'est qu'en fait, quand vous êtes un petit, mâle ou femelle, et si vous êtes né dans un clan dominant, les autres clans, ils savent que vous appartenez au clan dominant. Donc vous allez vous déplacer dans le groupe avec aisance. Parce que toutes les autres savent très bien que vous êtes le petit des dominants, et il vaut mieux que je fasse gaffe, sinon je vais en prendre une. Par contre, vous êtes le petit d'un clan dominé. Eh ben, vous avez des parents, mères notamment plus fébriles, qui vont être beaucoup plus inquiets des réactions que peuvent avoir les dominants. Donc vous n'allez pas apprendre dès le départ à avoir des relations confiantes avec les autres. Et c'est pareil chez nous. C'est pareil chez nous. Pourquoi les Anglais ont été capables de produire des jeunes hommes à 20 ans capables de gouverner l'Inde? Parce que dès le plus jeune âge, ils s'étaient habitués à commander. Grâce à leur groupe, ils n'étaient pas dans les gènes. Oui. Et donc ça, c'est des formes d'éducation. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite, c'est pas parce que vous êtes dans un clan dominant, vous êtes, c'est là que justement c'est important chez les chimpanzés, on le voit bien, c'est pas parce que vous êtes né dans un clan dominant que vous allez dominer, parce que de toute façon après, il faut avoir des talents personnels. Mais en tout cas, quand vous partez dans un clan dominant, c'est plus facile. Okay, et Mac, qui n'était pas dans un clan dominant, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Et tout ça, ça va être une longue éducation dans le rapport à la mère, au groupe, aux affiliés, et également, moi j'ai vu des jeunes chimpanzés, par exemple il y a un clan qui s'appelle le clan Z, au zoo d'Arnhem. La maman s'appelle Zola, alors donc ensuite on a toute la clique des Z. Le petit s'appelle Zouli. Alors Zola, elle s'en fout de la politique. Alors là c'est marrant d'ailleurs, parce qu'elle a plein de gosses, à part elle est séduisante. Elle, vous pouvez vous foutre sur la gueule, moi la politique ça m'intéresse pas. Donc c'est marrant, on voit le clan Z qui est au milieu du groupe, les autres se foutent sur la gueule avec les contraintes politiques. Et quand tout le monde va bien, tout le monde va jouer avec le clan Z. C'est là qu'on a la paix, les grands mâles puissants, ils jouent avec les petits, etc. Et Zouli fait partie d'un groupe qui n'est pas dominant. Mais Zouli, c'est un petit malin,
Et il joue beaucoup avec les mâles dominants, et il les imite, il les comprend, et lui, à mon avis, il va être certainement un des mâles dominants un de ces jours. Donc il y a aussi les individus, l'imitation, parce que nous, les singes, pardonnez-moi, nous appartient à un groupe qui s'appelle les singes, c'est pas le singe des philosophes ou des théologiens, que je respecte par ailleurs, mais je veux dire, vous savez qu'on a des neurones miroirs. Vous savez très bien que quand vous apprenez un nouveau pas de danse ou faire du ski, vous savez très bien que vous apprenez très vite au début, en observant les autres. Parce que ces neurones qui sont là, ils intègrent le schéma que vous voulez apprendre et ils rentrent, comme disent les coachs sportifs, dans le schéma corporel. Et vous avez remarqué, ces neurones miroirs, ça fonctionne parce que dès que vous avez un leader politique homme ou femme, vous apercevez que leurs proches collaborateurs, collaboratrices ont des comportements Et c'est inconscient. On est comme ça. Quelqu'un me disait un jour, quand je commençais à me faire connaître, oh, on dirait du copain. Je dis, ah bon, parce que le copain, c'est plutôt plus petit et rond que moi. Voilà. Mais c'était marrant, parce qu'effectivement, on était processus. Donc tout ça, c'est l'éducation, c'est l'imitation, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Et c'est comme chez nous, évidemment, à cet égard. Donc on ne naît pas dominant, mais on a plus de chances d'être dominant en fonction du clan, puis ensuite des expériences qu'on va avoir. Oui. Tout à l'heure, quand vous nous avez décrit un peu les grands singes politiques, en fait, j'avais l'impression, mais c'est tout à fait exact, qu'on est plus dans une ère d'électoralisme politique. Et d'ailleurs, la seule personne dont vous n'avez pas parlé, c'est Eva Joly, qui n'est peut-être pas dans ce type de singe politique. La pauvre, elle n'a rien vu venir. Voilà. Moi, ce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est la société civile qui peut refaire une vraie belle politique maintenant. Enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'histoire du dominant qui veut devenir dominant. Et puis, voilà. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu dans notre espèce, d'autres sociétés, donc de regarder un peu cette biodiversité culturelle, où on pourrait avoir des exemples de sociétés civiles, de politiques qui fonctionnent autrement, pas sur ce côté suffrage universel, etc., épouillage et compagnie. Non, mais vous avez raison, parce qu'effectivement, on est très focalisé sur les présidentielles avec ces jeux qu'on évoquait, mais aujourd'hui, effectivement, je crois que c'était la très bonne idée de Ségolène Royal, de retrouver les comités citoyens. Alors, il y en a qui disent, oui, ils ne sont pas compétents. Mais moi, je donne un contre-exemple. Vous savez, quand le Comité consultatif national d'éthique a posé des questions extrêmement complexes, ils ont mis dans chaque région des comités régionaux. Et des gens sont mis là-dedans, mais des gens qui n'étaient pas compétents sur l'éthique. Il y avait des ouvriers, des artisans, des chefs d'entreprise, des instituteurs, voilà. Et puis les gens s'aperçoivent que l'éthique, c'est pas simple. Mais toutes ces personnes, petit à petit, ont appris et ont apporté des propositions sur des débats qu'on pouvait juger être celui des spécialistes de l'éthique. Or, tout le monde peut participer à un débat sur l'éthique. Donc voilà un très bel exemple de démocratie, me semble-t-il, qui montre que lorsqu'on dit pour être leader politique, il faut avoir fait l'ENA, enfin je caricature un peu, mais c'est faux. Les chimpanzés en font, tout le monde peut en faire. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ces notions de démocratie plus locale, on retourne sur l'agora que j'évoquais, où les gens échangent, font des propositions, sont consultatifs, on l'évoquait tout à l'heure. Je rappelle que c'est le Conseil national consultatif d'éthique. Il ne dit pas ce que doit être l'éthique. Il fait des propositions qu'ensuite les assemblées vont prendre ou pas, vont faire élire. Quant aux jurés d'assises, dont on peut rappeler qu'ils sont de lourdes responsabilités, ils sont tirés au sort. Et ils sont tirés au sort, et ces gens acquièrent des compétences rapidement. Donc je crois qu'il faut retrouver confiance dans le citoyen et les citoyennes pour répondre à votre question. Et je crois qu'en effet, vous savez, c'est pas très simple ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, je pense au livre d'Emmanuel Todd, La fin de la démocratie, qui dit qu'effectivement, l'Europe nous pose un problème, puisque nous avons des responsables qui ne sont pas élus. Et on voit bien comment certains partis politiques fustigent cela. Et il est vrai que c'est un problème. C'est un problème d'avoir des gens qui sont très compétents pour la plupart du temps, qui sont honnêtes, mais qui décident. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous parlez tout à l'heure Eva Joly, ça fait penser à l'écologie. La France, on ne prend pas de décision courageuse sur les questions de l'écologie et on attend que ce soit Bruxelles qui nous l'envoie. Et on n'est pas très doué là. Alors qu'en fait, il y aurait des forces de proposition tout à fait claires, et je suis d'accord avec vous là-dessus. Et Eva Joly, la pauvre, elle n'a rien vu venir, ni Nicolas Hulot d'ailleurs. D'ailleurs, je décris ça dans une des fables. Vous connaissez la fable, une fable de La Fontaine, d'où vient l'expression « tirer les marrons du feu ». Donc je prends cette fable. Alors il y a un chat, non, il y a un singe, parce qu'en fait, dans la version d'Ésope, il y a un chat et un renard. Et dans la version de La Fontaine, il y a un singe avec le renard. Et donc le singe pousse le renard à aller chercher les marrons dans le feu. Donc le renard prend les marrons et c'est le singe qui les bouffe. Donc tirer l'expression des marrons du feu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la chute de la fable.
Parce que, alors que le renard se fait avoir par le singe, parce que dans La Fontaine, ça c'est intéressant, les fables de La Fontaine c'est intéressant. Le singe passe toujours devant le renard. Et le singe est toujours au plus proche du pouvoir chez La Fontaine. On l'a complètement oublié. Le singe est toujours au plus proche du pouvoir. Donc j'ai mis les 9 fables. Et là, la chute est que, au moment où il pique les marrons, arrive la servante et qui chasse les deux. Et la chute de la fable, c'est celle-ci. Je fais un commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a mis les mains dans les marrons, dans le feu. C'est Nicolas Hulot. C'est Eva Joly qui s'en est sortie, mais la servante est arrivée et tous les deux ont perdu. Enfin, en termes de métaphore. Monsieur. Monsieur, tout au fond. Oui, dans vos réflexions, mais il y a aussi des évolutions techniques et technologiques majeures et des notions pour l'homme de projection dans l'avenir. Est-ce à dire que ces notions-là n'ont aucune incidence sur les comportements et les enjeux de pouvoir ? Est-ce qu'ils en ont aujourd'hui? C'est pour ça que je vous parlais de Fukuyama tout à l'heure. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui... nous, on est, jusqu'à notre génération, je suis peut-être plus âgé que vous, je vous vois, puis qu'importe, mais nous, on a été nourris de cette quantité de progrès, de démocratie, etc. Et aujourd'hui, en effet, si on accepte la thèse de Fukuyama, c'est qu'on n'a plus de grands systèmes qui peuvent dépasser, donner de l'espoir par rapport à ceux qui ont leurs contraintes d'aujourd'hui et qui peuvent nous décevoir par rapport à nos grandes idées, j'allais dire utopiques, mais au sens non pas ridicule du terme. Et ça, vraiment, c'est une vraie question. Mais regardez, et je rebondis sur la question de madame, moi j'ai assisté à cette tension à l'UNESCO. Depuis la conférence de Claude Lévi-Strauss en 1971, c'est intéressant, l'UNESCO a été très mal à l'aise par rapport à cela. Parce qu'en fait, quand l'UNESCO a été créée en 1947, son premier secrétaire général était un des petits-fils de Thomas Huxley, ami de Darwin, c'était Julian Huxley. Et c'était l'idée qu'effectivement, on va avancer dans l'humanité, plus jamais ça, cette horreur de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'éducation. C'est vraiment le grand projet merveilleux humaniste de l'UNESCO, mais qui est fondé que sur les valeurs de l'Occident. Et Claude Lévi-Strauss dit: les autres cultures ont d'autres expériences qui participent du génie humain et qui ne passent pas que par les techniques. Donc je ne veux pas me permettre de critiquer ce que vous dites, monsieur, mais nous, on a trop cru que le progrès ne passait que par les techniques. Et en fait, c'est comment les techniques sont au service d'un projet. C'est ça qu'il faut qu'on le retrouve. Et là, c'est un des rares points, je suis d'accord avec Luc Ferry, il faut remettre les techniques au service des projets. Et c'est ça qu'on a oublié. Évidemment, moi, je suis d'une génération qui a connu une évolution quand même merveilleuse. Comme beaucoup de ma génération, mes parents étaient ouvriers ou artisans ou paysans, ce qui était le cas. Je suis au Collège de France, mais je ne suis pas un héros. Tous mes potes de ma génération, c'est comme ça, hein, la plupart, et mes copains et mes copines. Donc on a eu une évolution extraordinaire d'un point de vue social. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour nos enfants, c'est peut-être pas possible. Donc nous étions encore guidés par cela, animés par cela, même si on n'était pas des doux illusionnistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur apporte aux générations futures? Vous voyez, c'est très difficile ce qu'on leur laisse comme grand projet politique. C'est pas simple pour eux. Hein, c'est pas simple. Alors peut-être que je parle comme un vieux con et que les jeunes disent: attends, t'occupes, on s'occupe de nos affaires. Mais ils trouveront les moyens de leur devenir. Mais quand Claude Lévi-Strauss dit que le chef indien Rouhani, le plus connu parmi d'autres, ces gens-là, ils participent de la démocratie moderne, ils sont sur Internet. Il y en a un, j'ai perdu son nom parce que j'aime beaucoup lire le Courrier International, lisez le Courrier International parce qu'il y a de bons articles sur la France, mais vous voyez ce qui se passe dans les autres pays, que nous, on a tendance à être franco-français dans notre presse, hein, nationale au vrai sens du terme. Mais là, le gars, il s'est dit: comment je vais faire pour préserver ma forêt? Il a été voir les gens de Microsoft, ils ont fait un site, etc. Et le gars, donc, avec les satellites, Spot, etc., ils suivent les avancées des compagnies forestières qui, là, sur le coup, sont sur Internet, elles ont intérêt de faire gaffe. Voilà un très bel exemple de démocratie à travers les... Alors il y a de nouveaux outils de la démocratie que moi je ne maîtrise pas bien, qui sont là. Et je trouve qu'effectivement, quand les sociologues fustigent la génération Y, moi je trouve qu'ils sont formidables ces jeunes, parce qu'ils savent travailler en réseau, ils savent travailler par projet. On dit qu'ils n'aiment pas l'autorité. Non, ils n'aiment pas l'autoritarisme. Mais l'autorité, ils l'acceptent, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein? Sauf que tous les singes, genre macaques, qui veulent leur pouvoir parce qu'ils ne maîtrisent pas les autres, qui paniquent, mais c'est ça, il faut leur accepter que les autres ont des compétences qu'on n'a pas et que les formes de leadership vont changer. Donc je crois que c'est sur ces formes-là d'évolution. Et quand on pense je pense à Jeremy Rifkin à propos de la troisième révolution industrielle,
qui va passer par les réseaux, qui va passer par les démocraties locales. Parce que nous, on sort d'une vision verticale du pouvoir, c'est-à-dire qu'on délègue avec un super léviathan à notre président, à nos gouvernants. C'était une époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une contestation du politique, mais le politique n'est plus que l'enjeu du politique, que des politiques. Il va falloir qu'il accepte. Et puis d'ailleurs, ça ne sera pas plus mal d'ailleurs, parce que tout le monde va prendre une part de responsabilité. C'est ma vision un peu utopique, mais je pense que ça passera par là. Une ultime intervention? Oui? Non? Bon, bah écoutez, nous allons... Votez chimpanzé. Merci à vous. Nos prochains rendez-vous, le 24 mai à la même heure, 18h, nous aurons parmi nous Jean-Didier Urbain. Jean-Didier Urbain est docteur en anthropologie sociale et culturelle, professeur à l'université de Paris-Descartes, et il viendra sur une question tout à fait d'actualité à Nantes, qui est la question du tourisme urbain. Il avait d'ailleurs été interrogé dans un récent numéro de Place Publique où il développait l'idée que l'enjeu du tourisme urbain était l'invention de patrimoine alternatif, ce qui semble être tout à fait la ligne suivie actuellement par le voyage à Nantes. Et puis un peu plus tard, le 12 juin, c'est une géographe qui sera parmi nous, Nadine Catan, justement, qui est une théoricienne des réseaux. Elle défend l'idée selon laquelle une métropole n'a pas forcément à être toujours plus grosse, toujours plus puissante, mais doit développer son agilité par le travail en réseau. Donc 24 mai et 12 juin. Vous pouvez trouver à la sortie le livre de Pascal Pic, L'homme est-il un grand singe politique, paru chez Odile Jacob. Et puis bien sûr les récents numéros de Place Publique, dont le dernier numéro sur la richesse à Nantes, à Saint-Nazaire, qui sont les riches, où sont les riches et comment s'acquiert et se transmet la richesse. Merci, bonne soirée.